asseyez-vous. Bonjour, Ciné-Chat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur le 7e art. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les affranchis, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber. What do you mean I'm funny? Et mes smooth criminels sont... Laurent Vachaud, podcasteur public numéro 1. Philippe, 2 times, c'est bon. I'm gonna go get the papers. Et bienvenue dans Ciné-Chat. On le fait même plus en chœur, on le fait en canon. Ce qui est bien pour le film d'aujourd'hui, vous me direz. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, d'autant plus qu'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un podcasteur et parler avec vous de Goodfellas 1990, réalisé par Martin Scorsese. Alors, avanti, Laurent fait chauffer la sauce tomate, je coupe l'ail avec une lame de rasoir, pendant que Philippe fait cuire la pasta en nous racontant les origines du film de gangster dans un chapitre intitulé « Look, I made it, ma! Top of the world !» Les origines, ça remonte à la prohibition. Hein. Ça remonte au moment où Al Capone régnait sur Chicago. Ça correspond au crime organisé, à toutes ces choses-là, qui fait que Hollywood a commencé à produire des films pour montrer que c'était pas bien. Que Al Capone, qui est une espèce de star médiatique, a été montré sous les traits de Scarface par Paul Muni comme un monstre incestueux, ignoble, qu'il fallait abattre dans la rue comme un chien, etc. Et donc, ça s'est développé à partir de là, la mythologie du gangster américain, et pendant des années, on l'a montré vraiment comme un être abject dont il fallait se débarrasser. Et puis ça a évolué petit à petit. Il n'y a qu'à voir le remake de Scarface de Palma dont on parlait la dernière fois. Et le personnage s'est un peu affiné, c'est même devenu le héros du film. Et là, et le gangstérisme a donné lieu à des dizaines, trentaines de films, dont le Goodfellas. Et à mon avis, tous les films de gangsters de Martin Scorsese, c'est ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière. Ah bah écoute, on va en parler parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un petit peu les Diaz Brothers contre Tony. Laurent est peut-être pas complètement d'accord avec nous. Je suis pas complètement d'accord, non. Donc, on va en parler plus avant, mais c'est vrai, pour continuer dans l'histoire du film de gangster, tu as, comme tu disais, l'âge d'or, Bogart, Cagney, Edward G. Robinson, qui a joué aussi une espèce de Capone dans Little Caesar, et puis les années 70. Alors là, effectivement, les films de gangsters deviennent plus sombres, plus noirs, plus à l'image de l'époque, plus violents. On a des grands films de gangsters comme les amis de Eddie Coyle, Straight Time, dont on avait parlé à l'occasion de la spéciale de Tootsie, des grands films de gangsters asiatiques, des grands films de gangsters brésiliens comme City of God. Kubrick a commencé avec des films de gangsters, d'une certaine manière. Il y a les films de gangsters anglais aussi que je connais un petit peu moins bien. Vous connaissez un peu, vous, les films Oui, il y avait l'excellent Du sang sur la Tamise, avec Bob Hoskins, qui est un classique du film de gangster. Il y avait Get Carter. Je te parle même avant, parce que moi, je connais effectivement Mona Lisa et The Long Good Friday. Get Carter. Get Carter. Et avant Get Carter, est-ce que Attenborough, il n'a pas fait un film de gangster aussi C'est cette époque-là, des années 50, il y a une époque... Il avait fait un truc d'étrangleur, Attenborough, il jouait. Là, c'est un serial killer, c'est pas un gangster. Ouais, et il y avait aussi le... il y a Guy Ritchie qui en a fait je sais pas combien, mais un peu tarantiné. Non, c'est vrai, il y a aussi Sexy Beast, qui était formidable, avec un Ben Kingsley qui était terrifiant. Ouais. Donc, il y a des films de gangsters modernes. Tu as Eastern Promises, qui était pas mal, le film sur les gangsters, sur la mafia russe, de David Cronenberg. Ouais. American Gangster, qui était pas mal quand même, je trouve, de Ridley Scott. Road to Perdition, qui était un hommage justement à cet âge d'or, et qui était vraiment formidable, je trouve. In Bruges, Reservoir Dogs et Pulp Fiction aussi, bien sûr, qui doivent beaucoup à Scorsese. The Departed, The Town, qui était un bon film sur cette mafia de Boston. Après, moi, je trouve qu'il faut distinguer les films où il n'y a que les gangsters et les films où il y a les gangsters et les flics, tu vois, parce que c'est pas tout à fait pareil. Par exemple, L'année du dragon, tu as des gangsters asiatiques, mais tu as surtout un flic, tu vois, donc c'est plutôt l'affrontement des flics avec les gangsters, alors que Goodfellas, en fait, tu vois pratiquement pas de flics, enfin, tu les vois quand ils sont arrêtés ou des choses comme ça, mais il n'y a pas un flic qui est un personnage de l'histoire. Ou quand on leur donne des cartons de cigarettes et qu'on leur demande comment vont leurs femmes. On les achète, Mais, Laurent, j'espère que tu aimes le sushi, parce que cette nuit, tu vas dormir avec les poissons. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que pour moi, c'est pas le meilleur film de Scorsese. Après, les films de gangsters de Scorsese, finalement, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Il a fait quoi? Les Infiltrés, ça,
Tu vois quelques gangsters dans Raging Bull, mais on ne veut pas dire que Raging Bull, c'est un film de gangsters. Il y a Mean Streets. Ouais. Vous oubliez The Irishman? Oui, alors là, je préfère l'oublier. Casino. Et Casino aussi. Casino, voilà. C'est essentiellement ça. Il n'y en a pas non plus 36. On va parler de tout ça plus en détail, effectivement. Et de la Moi, je préfère Casino, par exemple. On en parlera tout à l'heure, mais je trouve. Mais ton film préféré, puisque tu en parles, c'est Raging Bull, ton film préféré. Ah bah oui, de Scorsese, moi, c'est Raging Bull. On avait même. C'est ça. Je suis content de faire celui-là avec vous, parce que moi, c'est peut-être mon film préféré de Scorsese, c'est peut-être Les Affranchis. Nous le verrons en fin d'émission. En tous les cas, comme on a fait ensemble, Philippe, Taxi Driver, et Laurent, on a fait ensemble Raging Bull. Je suis content de parler de ce film de gangster qui est un film exceptionnel. Et aujourd'hui, cette émission est dédiée à Ray Liotta, R.I.P. Ray, qui est parti à 67 ans il y a quelques semaines, beaucoup trop tôt. Et sans plus tarder, avant qu'un contrat ne soit mis sur ta tête, Laurent, ouvre un nouveau chapitre sur la jeunesse du film intitulé « 3-2 coming at you, don't make me have to pull my shit and cap you ». Nicolas Pileggi, Wise Guy, 1985. Oui, donc c'est tiré en fait, c'est parce que Scorsese, quand il était en train de tourner le film La couleur de l'argent, la suite de l'arnaqueur avec Tom Cruise et Paul Newman, il a lu ce livre de Nicolas Pileggi qui s'appelait en anglais Wise Guy, parce que Wise Guy, c'est un terme pour, en fait, c'est pour dire les affranchis, c'est un peu le même terme que Goodfellas. Alors, ce qu'il y a, ils n'ont pas pu appeler le film Wise Guy, c'est parce qu'il y avait un film de Brian De Palma, une comédie un peu foireuse, c'est quand même pas un des meilleurs films de Palma, qui s'appelait Wise Guys déjà. Donc, ils voulaient pas faire Et une série télé. Et une série télé, donc en fait, quand il a lu ce bouquin, il a trouvé, en fait, ce qu'il a séduit là-dedans, c'est qu'il trouvait que c'était un portrait en fait très réaliste de l'univers des gangsters, sans romantisme, parce que le Parrain, par exemple, ce genre de film, c'est que c'était très romantique, parce que t'avais les bons gangsters, les mauvais gangsters, avec le sens de l'honneur. Donc lui, il voulait montrer quand même des gens extrêmement, il voulait faire un portrait comme ça d'un groupe social, avec en les voyant vivre, sans franchement non plus qu'il y ait une histoire au terme d'intrigue, mais il voulait poser un regard comme ça beaucoup plus réaliste et beaucoup plus vrai sur cette communauté, ce qu'a fait après un peu les Sopranos aussi, mais les Sopranos en gardant quand même une intrigue un peu fictionnelle assez improbable d'un mafieux qui va chez le psy, tu vois. Bon, moi je trouve vraiment que le film est assez éblouissant dans la technique, enfin dans la manière de filmer. Il y a des plans séquences extraordinaires, il y a quand même c'est un film assez euphorisant dans la façon dont c'est fait. Mais est-ce que tu touches à la base de ton micro? Est-ce que tu bouges tes doigts? Alors ne touche à rien parce que le micro prend et après c'est embêtant au montage. Excuse-moi, continuez. Donc voilà, moi je trouve pas que c'est un film qui moi je trouve qu'il est trop long et je trouve qu'au bout d'un moment, moi je me suis emmerdé en le revoyant à nouveau, tu vois, je trouve que il confond rythme et vitesse, c'est-à-dire que c'est un truc où tout le temps, alors je sais bien que le gars est coquet et il faut en remettre et en remettre, mais moi la critique principale que je fais au film en tant que spectateur, c'est que je m'en fous complètement de ces mecs, c'est-à-dire je trouve que c'est des merdes. Et à aucun moment il m'intéresse, tu vois. Alors que dans Casino, j'arrive à m'intéresser au personnage de De Niro. Mais j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu penses de films comme Orange Mécanique ou Psychose ou même Barry Lyndon, où les héros sont non, Barry Lyndon, moi je suis complètement en empathie avec Barry Lyndon à la fin. Moi je suis presque content qu'il soit arrêté. J'en ai rien à foutre qu'ils se fassent incarcérer pendant toute leur vie, tu vois. C'est des abrutis. Philippe, il y a quand même une histoire de film où les personnages sont des antagonistes et sont très très louches et qui font des très grands films. Tu es d'accord? Ou des très grands podcasts comme Abracadapod. Oui, bien sûr. Mais ne serait-ce qu'il était une fois dans l'Ouest. Qui se rapproche de Goodfellas par le côté raconté comme une épopée, quelque chose de très petit finalement. Tu vois, c'est une toute petite anecdote qui est complètement boursouflée, hypertrophiée. Mais là, et même le fait qu'il veuille devenir gangster, c'est parce qu'il peut se garer en double fil. T'as vu, au début, c'est vraiment... leur motivation, c'est des motivations de pecno, c'est-à-dire c'est pour être regardé, c'est regarder le costume que j'ai. Moi, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de mélancolie comme dans Casino, tu vois. Il n'y a pas de...
Je trouve que c'est des cons, quoi. Alors, donc, ils regardent merveilleusement des cons, et c'est un peu ce que je reproche au bout de Wall Street aussi, tu vois. Pour moi, c'est un peu un film jumeau parce que c'est des connards. Ils regardent des connards. Excuse-moi, c'est le dîner de consigliere. Voilà, avec son côté catho, il est fasciné par ce mode de vie tout en étant, à mon avis, horrifié, mais il y a quand même une fascination quand même. Il te montre ça de manière excitante. C'est quand même super d'être un gangster, tu vois, même si à la fin tu te fais arrêter et tout ça. Je suis pas d'accord. Regarde comment finit. Pesci finit avec une balle dans le visage. On peut même pas montrer son corps à sa mère. Il te les montre quand même vachement séduisants. Enfin, tu as envie d'être avec eux, quoi. Tu vois, c'est la première partie du voyage. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu arrêtes Goodfellas à la moitié, en fait, c'est merveilleux de devenir un gangster. C'est vrai. Mais si tu vois la deuxième moitié, ça se gâte. Moi, je trouve que c'est un con, Henry Hill. Je trouve que De Niro est un con. Enfin, ils sont tous cons pour moi. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a aucun auquel je m'intéresse ou avec qui je suis en empathie. Les bonnes femmes, c'est tous des pétasses. Tu vois, enfin, franchement, c'est des personnages. Moi, et c'est pareil dans Le Loup de Wall Street. Hein, c'est exactement pareil pour moi. Peut-être pire encore, quoi. Alors que Casino, par exemple, moi je suis assez, même si c'est une histoire d'amour qui est pas vraiment une histoire d'amour parce qu'elle en a rien à foutre de lui, moi je suis assez en empathie avec le personnage de Niro, tu vois, qui à la fin est comme un con. J'adore Casino aussi, j'aime Casino comme Carlitos Way par rapport à Scarface. C'est vrai que celui-là est un film plus violent, plus nihiliste, plus punk. On voit d'ailleurs la chanson de Sid Vicious à la fin de sa version de My Way parce qu'il n'a pas pu avoir celle de Frank Sinatra. Trop dilaté. Alors, il y a des passages brillants, surtout le début. Hein. Franchement, je trouve que le début est ce qu'il y a de mieux. Mais il y a un moment où ça commence à patiner, je trouve. Et moi, après, je l'ai revu hier. Ça m'a repris et j'ai marché à nouveau. Philippe, tu l'as revu il y a peu de temps aussi. Oui, je l'ai revu il y a 2 jours et pareil. Hein. Ouais. Mais cette fois, il y a quelque chose qui m'a plus frappé, c'est ce que je te disais. C'est qu'effectivement, il filme ces personnages comme des insectes dans un bocal, tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'empathie, c'est pas des héros une demi-seconde. Mais Kubrick fait la même chose, il y a cette même froideur. Non, là, il n'y a aucune froideur, là, au contraire. La même absence de sentimentalité. C'est pas un regard d'entomologiste du tout, là. Hein. Ah, je suis pas d'accord. C'est le regard d'en haut, froid, où tu as l'impression qu'il est. Là, tu as l'impression qu'on fait partie de ces gens-là. Quoi. Enfin, il y a une vraie. Il te Mais c'est comme tu disais, Le Parrain. Moi, ce que j'aime, c'est que ce film se passe entre 1955 et 1985 à peu près, et qu'on démarre dans la mafia du Parrain avec ces gens bien habillés, ces voitures et tout, et que petit à petit, on arrive au Soprano avec ces types en survêtement, assis sur des transats à l'extérieur des piscines en train de fumer des cigares bon marché. C'est plutôt les Sopranos après qui ont repris ça. Hein, parce que c'est ça, je veux dire. C'est ça, mais moi j'avais la même fatigue un petit peu des films de mafia et j'étais pas très chaud pour aller voir Goodfellas en salle au début. J'avais eu la même chose d'ailleurs avec les Sopranos plus tard. Surtout que les Sopranos arrivaient après Analyze This avec De Niro sur un postulat un peu similaire, un film que j'avais plutôt pas mal aimé d'ailleurs à l'époque. Et finalement j'y suis allé et j'étais complètement pris. Comme avec les Sopranos bien sûr, que j'ai adoré par la suite. Et Scorsese non plus voulait pas faire de film de gangster. Mais c'est plus séduisant de Mean Street, parce que Mean Street est un peu chiant quand tu le regardes un peu. Moi quand je le revois, mais il y a ce personnage d'Harvey Keitel qui est complètement déchiré, tu vois, je trouve, que moi qui m'intéresse plus que le personnage de Henry Hill, tu vois. Moi je trouve la performance de Ray Liotta absolument extraordinaire. Ah, mais il est très bon. Mais je te parle du personnage. Même si effectivement c'est difficile de s'identifier à lui, il y a des moments quand même où on comprend sa détresse. C'est même pas une question de s'identifier, c'est que ce qui fait vibrer ces mecs ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, alors que bizarrement dans Scarface, c'est une grosse BD. Scarface, c'est encore plus gros que là, parce que là il y a quand même un peu un regard quand même plus réaliste, je trouve, que dans Scarface. Scarface, c'est plus de l'opéra, c'est filmé de manière avec des décors énormes. Là, c'est pas tout à fait ça quand même. Hein. C'est quand même beaucoup plus tout ce qu'on voit là. Je pense que à part certains effets où quand ils enterrent les mecs, tu as des lumières rouges un peu infernales, tu vois, des trucs comme ça. C'est plutôt réaliste quoi dans la façon de filmer. Surtout Scorsese, quand tu vois comment il peut styliser les choses, quand tu vois les combats de Raging Bull, tu vois, où il rend les choses aussi très différentes. Sublime photo de Michael Ballhaus, qui est à la fin, Barry Sonnenfeld fait quelques plans aussi, parce que Michael Ballhaus est obligé de partir sur un autre film. Michael Ballhaus, c'était le chef opérateur de Fassbinder, en fait. C'est ça. J'ai jamais vu beaucoup de parenté entre les films éclairés pour Fassbinder et ceux de Scorsese, mais bon. En tous les cas, effectivement, le Parrain était un film sur des personnages shakespeariens. C'était les dieux de l'Olympe, cette famille. C'était un film sur l'honneur, comme tu disais, sur la famille. Alors que celui-ci est un film sur l'argent, sur la cupidité, sur
la violence. Le parrain, c'est la mafia et la famille comme métaphore de l'Amérique, tu vois, sur le capitalisme. Enfin, c'est aussi sur l'argent, mais c'est vraiment aussi quand même une grosse métaphore, le parrain. Là, bon, tu peux le voir aussi, mais je trouve que là, ils volent des trucs enfin, c'est à la fois mais c'est peut-être beaucoup plus réaliste que le parrain. Les gangsters du parrain sont complètement idéalisés. C'est pour ça que moi, j'aime mieux le parrain 2 encore, même si le parrain est un film formidable. Je trouve que le parrain 2 nuance un peu hein, le regard sur ces gens-là. On te montre quand même que c'est des pourris, alors que là, pour s'en sortir, il te montre qu'il y a les bons mafieux, les méchants mafieux. Là, dans le 2, il n'y a pas cette ambiguïté. Mais moi, ce qu'il y a, c'est que là, au bout d'un moment, je les regarde comme ça parce que c'est marrant. Enfin, les scènes avec Joe Pesci, tout ça, c'est quand même très, très rigolo. C'est des scènes d'anthologie. Mais je me dis quand même, il rend vachement séduisant et vachement marrant des connards, quoi, des cafards. C'est ça, moi, c'est pas que ça me gêne parce que j'ai pas un regard moral. Enfin, je dis pas, il faut pas montrer comme ça les gangsters. C'est qu'au bout d'un moment, ça me saoule. C'est-à-dire, je trouve que à un moment, je me désintéresse un peu du film. Je marche très fort pendant 1 heure. Et après, ça m'indiffère un peu ce qui leur arrive. Même si la scène après, tu vois, où il est poursuivi par l'hélicoptère, ça, je trouve ça assez brillant, hein, la façon dont c'est filmé. Je trouve cette dernière demi-heure, quand il est sous cocaïne, là, il est absolument. Ouais, rattaché au reste, je trouve que c'est trop long, quoi. Tous les films de Scorsese, moi, je trouve maintenant, on peut dire qu'ils sont trop longs. Je trouve que Casino est un peu trop long aussi, tu vois. Je suis sûr qu'il ferait Taxi Driver, Mean Streets ou des films comme ça aujourd'hui. C'est des films qui feraient 2h45. Tu vois, il a un vrai, il a rallongé la sauce tomate. Au bout d'un moment, il y en a trop, tu vois. Il sait plus vraiment bien, tu vois, les infiltrés, c'est beaucoup trop long aussi, quoi. C'est beaucoup moins bien que celui-ci. En tout cas, pour ce film-là, il a dit qu'il avait envie de le commencer comme un coup de feu et de faire une espèce de trailer qui durerait 2h30. Et c'est vrai que je trouve au contraire que le rythme est très soutenu et que pour un film de 2h30, ça passe très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Moi, je trouve que c'est un film de réalisateur, bien sûr, mais un film de monteur aussi. Ouais. Le montage, son et image est époustouflant. Shout out à la grande Thelma Schoonmaker. Dans n'importe quelle scène. Oui, mais c'est toujours le même rythme. C'est toujours pareil. Tu vois, c'est toujours le truc effréné comme ça. Si tu veux, il n'y a pas un moment vraiment où tu te. Donc c'est pour ça que. Moi, j'ai l'impression que tu as quand même Scorsese au sommet de son pouvoir, si tu veux, et qui tout d'un coup fait feu de tout bois en utilisant toutes les techniques que le cinéma lui offre, que ce soit les freeze frame, que ce soit les accélérations dans le plan, que ce soit des techniques empruntées bien sûr à la Nouvelle Vague, puisque tout ce début de film est inspiré de Jules et Jim. Je préfère Les Affranchis, d'ailleurs. Ouais, enfin, je vois pas trop le rapport avec Jules et Jim, à part peut-être les jump cuts, là, comme ça, enfin, les plans. Enfin, franchement, Jules et Jim et Les Affranchis, faut trouver, hein. Ils ont changé la plupart des noms des personnages, sauf Henry Hill, qui donc a collaboré au film au maximum. Henry Hill, il est mort en 2012 et il a été. Henry Hill, le vrai, c'était une vraie merde. Moi, j'ai vu des interviews de lui, c'est une saloperie, c'est presque un clodo, il insulte les. Enfin, là, tu le vois presque, on dirait presque John Travolta dans La Piève du samedi soir, tu vois, il est beaucoup trop beau. Physiquement, il ressemblait plus à Salieri, tu sais, à F. Murray Abraham avec une perruque, et il n'arrêtait pas d'appeler le Howard Stern. Oui, en vrai, le vrai, oui. Le vrai. Et il n'arrêtait pas d'appeler le Howard Stern Show, tu sais, à la radio et de raconter des histoires de mafieux, mais c'est ce qu'on appelle le narrateur qu'on ne peut pas croire, le unreliable narrator, comme on dit en anglais. C'est pareil pour la voix off. Oui, mais dans le film, je trouve pas qu'il y ait ça. Je trouve qu'on prend un peu pour argent comptant dans ce qu'il dit, quoi. Il n'y a pas ce côté où on ne sait pas s'il en rajoute, tu vois, parce que le style du film est pas fun. Enfin, c'est pas une comédie, tu vois. C'est pas quelqu'un qui ment, moi, je trouve, quand on regarde le film, j'ai pas ce sentiment. Moi, j'ai pas le sentiment que c'est quelqu'un qui invente sa vie, tu vois, ou qui la rend. Moi, j'ai perçu le film, tu sais, que Kubrick considérait, et Hitchcock considérait Psychose comme une comédie très noire, et Kubrick, Orange Mécanique et Shining comme des comédies noires aussi. Oui, mais Orange Mécanique, une comédie, cette fois-ci, encore Orange plus. Mécanique, ça se sent, je trouve que c'est une comédie, parce qu'il utilise des accélérés, des trucs avec l'usage de la musique, tu vois, qui est complètement décalé par rapport. Philippe, quand tu as cette scène avec Carbone et Samuel Jackson qui se fait tuer et qui lui dit make that coffee to go, et tu as cette espèce de Marx Brothers de l'enfer, tous les deux, tout d'un coup. C'est comique, foncièrement, quand même, ce type. Ouais. Joe Pesci, c'est le cœur, c'est le nerf du film. Chaque apparition de Joe Pesci, c'est un numéro. Même quand il tue Samuel Jackson, il perd du temps à faire des blagues à son coéquipier qui est un débile mental. Et il dit amène le café avec toi, et l'autre s'empresse d'amener le café, il fait I'm joking, you're stupid. Mais il y a plusieurs fois comme ça où tu as une espèce d'un côté Marx Brothers inferno.
avec ces 3 connards qui sont des pieds nickelés, tu sais, c'est la même chose, c'est cette même dynamique de types qui sont des... Et la scène la plus brillante, enfin, au niveau de la bascule de tonalité, c'est la scène où il tue Spider, là, le serveur. Ouais. Qui démarre comme une espèce de farce, ce sont des crétins qui jouent au poker et qui emmerdent le serveur. Et tout d'un coup, Joe Pesci se prend pour un héros de western et il sort son flingue, il tire partout et finit par tuer le serveur. C'est d'ailleurs l'acteur qui fait le serveur, c'est l'un des acteurs qui fera des Sopranos après. C'est ça. Savez-vous, Michael Imperioli, savez-vous combien les Sopranos ont-ils pris d'acteurs dans le film Goodfellas? Au moins 3 ou 4, moi j'en ai vu au moins plus. 4. Ouais. Plus. Moi, je dirais 8. Moi. 27. Ah oui, en guest. Ah, tu comptes les non, mais je veux dire, sur tout le run de la série, il y a eu 27 acteurs des affranchis dans les Sopranos. Ouais. Tous les très gros types là, qu'on voit à l'arrière-plan, tout ça, ils ont rebossé dans les Sopranos. Gabagool. Il y en a qui sont des vrais gangsters, enfin, des gars qui ont joué dans les Sopranos et qui jouent aussi dans les Affranchis. Il y en a un, je ne sais plus comment il s'appelle. En fait, il joue dans Fingers, Mélodie pour un tueur de James Toback. C'est celui que Harvey Keitel tue à la fin, tu sais, quand il lui met le pistolet dans l'œil. Lui, c'est un vrai gangster. Mais il y a un gros, à un moment, dans le couloir, dans cet extraordinaire plan séquence du Copacabana, il y a un gros qui mange un sandwich avec du gabagool ou du capicolo. Et j'ai cru que c'était le gros à qui Scarface offre un boulot, tu sais, au moment où le type qui jouait dans Cruising. Non, je crois pas. Non. Dommage. En tous les cas, c'est vrai qu'au départ, personne au studio, ni Irwin Winkler, ni aucun des producteurs ne veut de Ray Liotta. Ray Liotta a fameusement dit, et c'est assez drôle, il a dit: ils auraient préféré avoir Eddie Murphy que moi, n'importe qui, tu vois, plutôt que moi. Et finalement, c'est que dès que De Niro accepte de faire le rôle, tout d'un coup, le financement se met en place. C'est un film de 25 millions de dollars, qui n'est rien par rapport à un film Marvel que Scorsese a fameusement dit aussi qu'il détestait les films Marvel parce que c'était des espèces de montagnes russes, en fait. Je pense que tu le rejoins là, Laurent. Ah bah oui. Non, mais moi c'est bizarre que Ray Liotta n'ait pas... et pas transformé. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas fait de carrière, hein, mais c'est le film normalement qui aurait dû en faire une grande star, tu vois. C'est vrai. Mais est-ce qu'il n'a pas justement atteint son pic un petit peu comme Ryan O'Neal avec Barry Lyndon et qu'après c'était difficile? C'est une performance plus impressionnante que Ryan O'Neal parce que c'est très dans la démonstration. Enfin, c'est tout à fait ce que les Américains adorent. Ryan O'Neal dans Barry Lyndon, c'est au contraire le mec qui montre rien. Tu vois, ils aiment pas tellement ça, les Américains. Là, au contraire, c'est très exubérant. Mais c'est vrai, on a l'impression qu'Hollywood n'a pas très bien su quoi faire de lui. J'ai écouté une des dernières interviews qu'il a donnée pour Mark Maron il y a quelques jours. Et effectivement, il avait, sinon de l'amertume, en tout cas, il détestait cette partie business d'Hollywood, la partie business. Ce que j'ai entendu, c'est que, en fait, ce qui est curieux, c'est qu'il paraît qu'en fait, ça a fait peur aux réalisateurs. Les mecs croyaient qu'il était comme le gars du film, tu vois. En fait, comme par exemple Kubrick, quand il avait voulu au départ penser pour engager le sergent instructeur de Full Metal Jacket, il voulait prendre le gars de Délivrance, tu vois. Et puis finalement, il avait peur parce qu'il pensait que le mec, enfin, c'est des gars qui ont fait une performance tellement convaincante, tellement effrayante aussi parce qu'il a un côté un peu cinglé hein, quand il prend je me demande après si les gens n'avaient pas peur. Après, peut-être qu'il était un peu cinglé dans la vie, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'il était difficilement gérable aussi. Je ne sais pas comment il se comportait. Hein. Moi, je l'ai vu dans un supplément de DVD un jour avec John Travolta. Et il était assez effrayant hein, quand même. Non, je pense que c'était un gars qui n'était pas très... il était très plein de... On ne savait pas très bien sur quel pied il allait danser. Tu pouvais t'attendre à tout avec un gars comme ça. Il vient du soap opéra. Pendant plusieurs années, il a fait un soap opéra. Et tout d'un coup, il fait Something Wild parce que Melanie Griffith le branche sur le casting. Et c'est ce film que Scorsese voit. C'est grâce à ce film qu'il a le rôle. Il se retrouve au Festival de Venise avec son père, Ray Liotta, son père adoptif parce qu'il est orphelin. Et tout d'un coup, il voit Scorsese de loin. Et Scorsese était protégé par plein de gardes du corps parce il venait présenter La Dernière Tentation du Christ. Et il y avait eu des menaces de mort, comme vous le savez. Et Ray Liotta commence à crier « Hey, Marty, Marty !» comme ça pour essayer d'attirer son attention. Il se fait tout d'un coup entouré par plein de bodyguards. Et en fait, comme il a gardé son calme, Scorsese a vu tout d'un coup en lui quelque chose qu'il n'avait pas vu avant et qui lui a plu. Mais ça a duré 1 an, le processus d'audition. C'est très curieux que Scorsese ne l'ait pas réemployé parce que Scorsese est un gars généralement qui réutilise ses acteurs et lui, c'est quand même un des personnages les plus célèbres de son œuvre. Je trouve ça, tu vois, moi je trouve qu'il aurait été plus convaincant que De Niro dans Cape Fear. Enfin, moi, il me fait plus peur que De Niro, tu vois, Ray Liotta. De Niro, il me fait pas peur du tout dans Cape Fear. Je sens trop le gars. Je me demande même pourquoi Nick Nolte lui faut pas une branlée, tu vois. Quoi. Mais ça, c'est un autre film où on n'est pas d'accord parce que j'adore Cape Fear. Moi, je déteste. Vraiment. J'aime les deux. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe, de Cape Fear?
Je suis partagé entre les deux. C'est-à-dire, je trouve ça bidon, outrancier, grossier, et en même temps, j'adore. C'est Scorsese qui veut faire un De Palma, tu vois, et qui C'est ça. Et c'est pour cette raison-là que j'aime ça, moi. C'est parce que s'il veut faire du De Palma, et je trouve que la performance de Niro est très différente de celle de Mitchum, et mélange en fait Mitchum de La Nuit du Chasseur avec le Mitchum de. J'aime pas tellement le Cape Fear original non plus, moi. Tu vois, Ah ouais. Je trouve pas que c'est. Enfin, Gregory Peck, tout ça. Je trouve que ça aurait peut-être été mieux si ça avait été Robert Redford dans le rôle de Nick Nolte. Ça aurait fait un choc plus intéressant. Ce qui était prévu, hein. Ouais. Nick Nolte, à la base, c'est déjà un fou furieux aussi quand tu as vu Q&A et tout. Donc, en mec impressionnable qui a peur du méchant garçon qui sort de prison, j'y croyais pas trop, moi. For the record, j'aime beaucoup la performance de Nick Nolte dans Cape Fear, tout en nuances. IMO. Parlons un petit peu plus de Ray. Alors, il a fait Hannibal, où il se fait manger le cerveau par Anthony Hopkins. Il a fait une publicité dont tout le monde a parlé ici aux États-Unis pour Chantix, tu sais, un produit, un médicament pour arrêter de fumer par les laboratoires Pfizer. Et on le voyait tout le temps à la télévision où il disait j'ai arrêté de fumer avec sa voix comme ça détruite. Et c'est comme ça qu'il a fait un peu d'argent ces dernières années. Et il était aussi dans un show télé, une série télé avec Jennifer Lopez, où il jouait un flic, parce qu'il a joué beaucoup de flics, notamment dans Unlawful Entry, qui était pas mal, où il faisait un flic psychopathe, et Copland, où il est bien, un formidable film, qui est une espèce de mini-réunion de Goodfellas, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de Goodfellas dans Copland. Mais il est jamais devenu un acteur de premier plan, vraiment, tu vois. Après, il a surtout fait du supporting part, tu vois, où il faisait un peu toujours Absolument. les mêmes choses. On se rappelle de lui pour Field of Dreams, tu sais, où il était formidable en joueur de baseball. Narc aussi, où il était excellent dans un autre rôle de flic. Il a fait une voix très célèbre de Tommy Vercetti dans GTA Vice City. Ça, c'est une news pour Philippe qui adore les jeux vidéo. Il a fait un film avec Uwe Boll, malheureusement aussi, qui s'appelle Dragon Siege. Tu sais, qui est une espèce de faux donjon et dragon. Et Ray Liotta au Moyen-Âge, ça vaut le coup quand même. Moi, je l'ai vu, dans son meilleur rôle, à mon avis, c'était dans un épisode de Urgence, où il jouait un SDF en train de mourir. Donc, le film était entièrement centré sur lui. Il n'y avait pratiquement pas les acteurs récurrents. Et tu n'avais que Ray Liotta qui se rappelait sa vie quand il était heureux, jeune, etc. Il était physiquement complètement ravagé. Et je l'ai jamais vu aussi bon, quoi. C'était vraiment aussi bien que dans un long métrage, tu vois. Mais il est toujours bien. Il est merveilleux dans Killing Them Softly, où on retrouve également Gandolfini, le merveilleux Gandolfini. Il fait 2 films avec les Muppets. Il est dans Marriage Story, que j'ai pas vu. Il fait l'avocat de Adam Driver. Oui, j'ai vu ça, ouais. Un de ses derniers films, c'est en 2023. Ça va sortir. Ça s'appelle Cocaine Bear, l'ours cocaïne. Vous connaissez le sujet, non? Non. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est un ours. C'est un avion de la mafia qui s'est écrasé dans la forêt, dans le Michigan ou je sais pas où, et qui avait plusieurs kilos de cocaïne à l'intérieur. Et un ours a éventré la valise pleine de cocaïne et a avalé la cocaïne. Et après, c'est cet ours plein de cocaïne qui a semé la terreur dans la région. Scarface, mais avec un grizzly. Et ils viennent d'en faire un film. Donc, je sais pas pourquoi cette carrière finalement est pas devenue ce qu'elle aurait pu être, parce que tu vois, moi je pense qu'il y avait plein de rôles qu'il aurait pu faire. Après, il était peut-être pas assez bankable, c'est sûrement ça. Hein, mais il avait cet étrange visage grêlé qui fait qu'il était à mi-chemin quand même entre le lead et le caractère acteur. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, c'est qu'il est beau mec, mais il a quand même la peau ravagée. Quand il est en colère, il prend une tête effrayante, quoi. C'est-à-dire, il joue une tête de méchant. Regarde Mickey Rourke à une époque, avant qu'il soit complètement défiguré, c'était pas très loin de ça non plus, tu vois. Mickey Rourke avait cette réputation d'être très difficile, et peut-être qu'effectivement, comme tu dis, Liotta était pas très facile non plus à gérer. Ouais, je pense que c'était ça, ouais. Mickey Rourke avait une douceur par moment avant qu'il se fasse charcuter la gueule. Il pouvait avoir l'air un peu effrayant, mais il avait un côté plus beau mec, plus séduisant, alors que l'autre, il a quand même des yeux de fou tout le temps, un peu, hein, quand même. C'est justement pas le même emploi, tout à fait, parce que 9 semaines et demie avec Ray Liotta, c'est un film très différent, tout d'un coup. Ouais, mais je pense qu'il pouvait. Enfin, je pense que c'est un type qui devait plaire aux femmes aussi, parce qu'il y a. Non, mais attention, je dis pas que ça aurait pas été bien, mais ça aurait été encore plus effrayant, si tu veux. D'une certaine manière, donc comme je disais, personne ne voulait lui au studio. Il voulait Sean Penn, Alec Baldwin, Val Kilmer ou Tom Cruise même pour Henry Hill. Et ils ont pensé à Al Pacino et John Malkovich pour Jimmy Conway, le rôle que ferait De Niro. Non, mais les idées qu'ils ont, des fois. Enfin, Tom Cruise, tu sais que s'il le voulait il voulait faire à un moment un remake de La Piscine de Jacques Deray. C'était Paul Verhoeven qui voulait faire ça après Basic Instinct, tiens-toi bien. Wow. Et il voulait Tom Cruise pour le rôle de Delon. Il voulait Sharon Stone pour le rôle de Romy Schneider.
Et Richard Gere pour le rôle de Maurice René. Non, mais t'imagines les idées à la con. Il aurait dû prendre Schwarzenegger pour le rôle de Maurice René. Mais avec le petit maillot de bain Speedo qu'il avait dans Commando. Tom Cruise complètement asexué avec Sharon Stone. Enfin, le couple, mais ça marchait pas du tout. De Niro, donc, part à fond dans la méthode. Tu as vu, il appelle Pileggi et Henry Hill plusieurs fois par jour, même si Scorsese veut pas que les acteurs rencontrent Henry Hill. Il appelle pour n'importe quelle question. Il veut savoir comment il tient sa cigarette, comment est-ce qu'il se sert de son ketchup et tout. Et c'est drôle, cette fascination du cinéma et de la mafia depuis l'aube du cinéma de gangster dont tu parlais, Philippe. Que ce soit George Raft qui était pote avec Bugsy Siegel, que ce soit Johnny Stompanato avec Rita Hayworth, je crois. Non, Alain Delon avec François Marc-Anthony. Exactement. Où Laurent, tu parlais de l'acteur qui se fait rouer de coups dans Le Parrain aussi. Tu sais, par James Caan. Oui. Ah oui, Gianni Russo. Oui. Voilà, enfin, lui, visiblement, il est très mytho. Hein. Enfin, j'ai lu son bouquin, mais apparemment, il y a quand même 90% du bouquin qui a l'air complètement inventé. C'est ça, tu as Giancana et le parrain qui était aussi sa relation avec les Kennedy. Et il y a toujours eu cette fascination de la mafia pour le cinéma et du cinéma pour la mafia. Parce que Hollywood, Las Vegas, tout ça, il y a beaucoup de gangsters là-bas. Et puis, dès qu'il y a du pognon quelque part, il y a des gangsters. Donc Hollywood, dès qu'il y a des gonzesses, tu vois, on voit bien ce qui pouvait attirer les gangsters à Hollywood. Tu avais Lana Turner qui sortait quand même avec un gangster que la fille a tué après. Ah ben c'est ça, c'était pas Rita Hayworth, je me suis trompé. C'est Lana Turner et le gangster s'appelle Johnny Stompanato. Voilà. Tu as beaucoup d'histoires hollywoodiennes où il y a des meurtres violents. Dans Hollywood, il y a une mythologie aussi. Une danse de mort entre la mafia et Hollywood. De toute façon, dès qu'il y a beaucoup de pognon, moi je suis sûr qu'il y a de la mafia qui a dû foutre du pognon dans certains films, je suis sûr aussi, tu vois, en blanchir. Ouais. Henry Hill, mort à 69 ans, 2 ans de plus que Ray Liotta. Mais il était SDF, je crois. Tu vois, il dormait dans la rue. C'était un mec. On a dit. Non, parce qu'il a réussi à avoir un peu d'argent en faisant un livre de cuisine sur les. Tu sais, il s'inspire des recettes de la mafia. Sur YouTube, j'ai vu une vidéo où tu le vois dans la rue avec une journaliste qui l'interroge et il l'insulte, tu vois. Enfin, le mec était devenu un low life à la fin, quoi. Genre Bukowski. Ah oui, mais vraiment le clodo de Orange Mécanique, tu sais, le mec qui se fait rouer de coups là, par Alex. En tous les cas, à une autre époque, c'était un capot affilié à la famille Lucchese, like the Tattaglia family. Et il se fait connaître, comme dans le film, grâce au casse de Air France. Tu vois, il dit Air France a fait de moi un héros d'une certaine manière parce qu'il arrive à voler de l'argent et il attire l'attention de Jimmy Conway et de Paulie, qui est magnifiquement joué par Paul Sorvino, qui au début refuse le rôle parce qu'il ne pense pas pouvoir trouver la violence en lui du personnage. Mais en fait, il se regarde un soir dans la glace et il se rend compte qu'il est terrifiant quand il fronce les sourcils et que si jamais quelqu'un s'attaquait à sa famille, il pourrait trouver cette violence et cette sauvagerie en lui. Je l'ai rencontré une fois, Paul Sorvino. Il était en train de dîner dans un restaurant italien, bien sûr, Café Med, sur Sunset Boulevard, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Gabagoul. Tout d'un coup, il s'est arrêté, il s'est levé, il a commencé à chanter de l'opéra parce qu'il a une voix magnifique, et tout le monde l'a applaudi. Il jouait le patron d'Al Pacino dans Cruising, tu sais, il faisait le flic, le commissaire, là. Tu vois. Ah, il me donne encore plus envie de voir le film. Je crois que c'est la première fois que je l'ai vu. Le vrai Henry Hill, lui, était très très branché drogue, ce qu'on voit aussi un petit peu dans le film sur la fin, mais marijuana, cocaïne, héroïne, Quaalude, qui je crois sont des pilules, tu sais, des downer ou des upper, et dit qu'effectivement la prison a fait de lui un meilleur criminel. Il a appris beaucoup plus de choses en prison, comme c'est le cas souvent, et il s'est fait beaucoup plus de connexions aussi en prison. Alors, tu sais quel était son faux nom au Witness Protection Program, au programme de protection des témoins? Non. Martin Lewis. Ah oui. Un mélange de Dean Martin et Jerry Lewis. C'est drôle. Tu te rappelles d'ailleurs, c'était dans Raging Bull où il y a un passage à Las Vegas, je crois, et on voit une espèce d'affiche de théâtre avec marqué Jerry Lewis et Dean Martin. Oui, c'est un stock shot. C'est pas dans le Parrain? Ah, c'est peut-être dans le Parrain, effectivement. Tu as raison, c'est dans le Parrain. Tu as raison, c'est dans le Parrain, bravo. C'est quand il va voir Mo Green. Ouais, dans la vie, il est divorcé de Karen, qui est magnifiquement jouée par Lauren Bracco, et il divorce d'elle après 23 ans de mariage, et il se fait circoncire pour elle à 22 ans. Tu te rends compte, ça, il ne le montre pas dans le film, mais putain, c'est... Lauren Bracco, en fait, c'est une nana, elle a commencé en France. Vous saviez ça?
Ouais, non. ouais. Elle jouait dans Duo sur canapé de Marc Camoletti, tu vois, des films comme ça. Et après, elle s'est mariée avec Harvey Keitel quand elle est allée aux États-Unis. Mais au départ, elle jouait du théâtre de boulevard, tu vois, quand elle avait 22 ans. C'est assez curieux, quoi. Waouh, incroyable. Henry Hill, tu as raison, il est arrêté en 2005 pour le meth, tu sais, comme dans Breaking Bad. Et en 2009, il est arrêté à nouveau pour ce qu'ils appellent disorderly conduct, relié à l'alcool, c'est-à-dire des désordres sur la voie publique. Il écrit plusieurs livres. Il ouvre plusieurs restaurants parce que c'est un très bon chef, il cuisine très bien, mais la plupart de ces restaurants, bizarrement, ferment au bout d'un mois après avoir brûlé. Le film, pour revenir au film, est tourné à New York. On sent bien qu'on n'est pas au Canada. Un vrai film new-yorkais. Et il coûte 25 millions de dollars, comme je disais, pour en rapporter 48 aux domestiques. Ce qui n'est pas une recette terrible, tu vois. Non, mais il y a un truc qui m'a intéressé, mais il deviendrait culte par la suite et est considéré aujourd'hui comme un des plus grands films de gangsters, sinon le plus grand film de gangsters, qui est peut-être pas ton genre préféré, j'ai l'impression, Laurent. Mais si, moi, j'adore Le Parrain, j'adore Scarface, j'adore Carlitos Way. Il y a plein de films de gangsters que j'aime, mais celui-là, il y a des passages que j'aime, mais globalement, le film, je te dis, me lasse au bout d'un moment. J'ai l'impression écoute, que c'est un peu... il y a un truc qui m'a intéressé, vous êtes tous les deux scénaristes, c'est la façon dont ils ont travaillé sur le scénario. Ça m'a rappelé un petit peu la façon dont ils ont travaillé dont Sidney Lumet a travaillé sur Dog Day Afternoon, un après-midi de chien, où il faisait des impros avec les comédiens, il les enregistrait, il les retranscrivait sur du papier, tu vois, et ensuite il les intégrait au scénario. Ce qui fait qu'on se retrouve avec Do you think I'm funny like a clown? Ça, c'est un truc qui est arrivé véritablement à Pesci. Et surtout la scène où De Niro improvise mais en disant toujours la même chose. What's the matter with you? What's the matter with you? Come on, what's the matter with you? Et t'as le partenaire en face qui est complètement décontenancé, qui sait pas quoi répondre. C'est là où c'est franchement comique. Il y a un truc que j'adore aussi, c'est quand De Niro dit, après que Billy Bats dit merde, foutez-moi la paix, etc. Il dit non, you insulted him a little bit. Yeah, just a little bit. Just a little bit. Je trouve qu'à la fin, ça va trop vite. C'est-à-dire, à partir du moment où il les donne et tout ça, où il se retrouve. C'est très long au début, et après, il y a des accélérations comme ça où. Je sais pas, j'ai trouvé que dans le rythme, il y avait un petit peu des problèmes à passer les vitesses. Après, bon, je dois avoir tort, puisque tout le monde trouve ça extraordinaire, mais moi, c'est vraiment pas un film que... Moi, justement, j'ai tout à fait ressenti cette accélération, mais je crois aussi que ça veut dire, maintenant, il m'intéresse plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est plus un gangster, c'est un pauvre type. On arrête le film, tu vois, c'est comme ça que j'ai pris. Tu peux presque faire un film là-dessus aussi, c'est-à-dire le gars qui tout d'un coup le witness protection. Excuse-moi Laurent, mais tu sais pas. Alors je vais t'apprendre quelque chose qui va peut-être t'amuser. Mais à l'époque, Nicolas Pileggi, l'écrivain du livre, est marié à Nora Ephron, la metteur en scène. Oui, je savais ça. Oui. Ouais, et Henry Hill appelle souvent chez eux pour s'entretenir avec Pileggi, et c'est elle qui décroche. Et lui, comme il est très bavard, comme tu sais, Henry Hill lui raconte plein d'histoires. Donc elle dit, je vais écrire moi aussi mon scénario. Et elle écrit exactement ce que tu dis, c'est-à-dire un truc sur le Witness Protection Program, un film qui sort la même année, qui s'appelle My Blue Heaven, avec Steve Martin en mafieux, et c'est pas bon du tout. Henry Hill n'aime pas. Et elle était déjà mariée à Carl Bernstein, si tu veux, et elle avait fait sa propre version des Hommes du Président, tu vois. C'est à partir de là que l'amitié entre Redford et William Goldman s'est détériorée, parce que elle voulait avec Bernstein, ils voulaient écrire leur scénario, leur version du scénario, tu vois. Mais Henry Hill rencontre Ray Liotta 2 mois après la sortie du film dans une ville dont le nom est gardé secret parce qu'il est toujours protégé quand même, et il lui dit qu'il a adoré le film, contrairement à My Blue Heaven dont je parlais qu'il a détesté. Mais Henry Hill dit qu'on ne l'a pas tué parce que tous les gens qui voulaient le tuer sont morts. C'est le dernier qui soit encore vivant. Et le gars de Donnie Brasco, le gars il n'était pas aussi dans le Witness Protection Program, le mec, l'infiltré? Si, bien sûr, mais tu parles de Donnie Brasco, Johnny Depp est formidable dans Donnie Brasco aussi, et il était pas mal dans Black Mass, où il jouait Bulger, tu sais, ce truand irlandais que jouait également... mais moi, ça fait partie de ces films, tu sais, où ils prennent un acteur, ils le changent complètement physiquement, donc je vois pas l'intérêt. Je suis assez d'accord avec toi, effectivement, où tout d'un coup, on ne reconnaît plus du tout l'acteur, comme Colin Farrell en pingouin dans Batman. C'est pire encore. Même si tu compares les photos, tu peux pas deviner. Mais ceci dit, Jared Leto dans House of Gucci, c'est quand même Ron Jeremy, c'est quand même quelque chose. Mais là, c'est très drôle, là, pour le coup. Il ressemble à Ron Jeremy, vraiment. Ah ouais, à mort, The Hedgehog. C'est le surnom de Ron Jeremy, le hérisson. Sonic sa mère. Moi, si tu veux, dans Goodfellas, il y a des scènes que je trouve très bien écrites. Tu vois, par exemple, ce qui est derrière toi, la scène où ils sont tous les deux à la table. Là, il y a un côté understatement parce qu'il faut parler de quelque chose sans qu'on en parle vraiment. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, dans l'écriture qui est assez brillant.
Mais ce qu'il y a Scorsese, c'est comme il croit pas à la théorie, il aime pas faire des films, tu vois, avec le côté 3 actes, machin. Donc il a tendance souvent à dilater les trucs, tu vois, et c'est pour ça que dans ses films, je trouve souvent il y a des problèmes de longueur parce que il a pas vraiment une structure au point, tu vois. C'est un espèce de work Mais in progress. il veut dès le départ cette structure épisodique avec Pileggi, c'est lui qui impose ça justement comme des chapitres de livres. Casino, il y a un peu ça, tu sais, il y a trop de scènes de ménage avec Sharon Stone aussi dans Casino où elle dit je vais aller chercher les bijoux à la banque et tout ça, et où il la traîne par terre. Enfin, il y a un moment, c'est un peu répétitif. Et moi, je trouve que dans Goodfellas, il y a un peu ça, au bout d'un moment, c'est répétitif. C'est-à-dire, alors, c'est ça, moi, qui m'avait un peu gêné. Je trouve que c'est un film qui aurait mérité d'être un peu plus structuré. Mais bon, apparemment, ça gêne pas beaucoup. Ça a l'air de gêner que moi. Hein. Philippe, sais-tu combien de fois ils ont tourné le plan séquence du Copacabana? Je sais pas, beaucoup, je pense. Laurent, tu sais 15? Non, je sais pas. Non, ça a été réglé en fait par son assistant réalisateur, qui est un gars qui s'appelle Joseph Reddy et qui en fait faisait les films d'Oliver Stone, pas ceux de De Palma, hein, mais par contre celui qui tient la Steadicam, je crois que c'est l'opérateur de Palma, parce que c'est un plan à la Steadicam. 8 fois. Très détaillé. 8 fois, c'est un plan séquence magnifique. J'adore les plans séquences, surtout quand ils sont motivés comme ça, parce qu'effectivement, c'est The Life, c'est la mafia qui séduit Henry Hill et le spectateur en même temps que Henry Hill séduit Lauren Bracco, Karen. Donc c'est magnifique. Ce qui est bizarre, c'est que la même année, De Palma, il a fait exactement le même genre de plan séquence. C'était dans Le Bûcher des Vanités, tu vois, où tu pars des coulisses d'un truc et tu arrives, en fait, c'est quand tu suis Bruce Willis au début, tu vois. Enfin, c'est presque ce qu'il y a de mieux dans le film, tu vois. le grand plan. Il refait le coup dans Snake Eyes aussi, où on entre dans ce casino et cette salle de boxe. Mais justement, ce sont des plans séquences qui sont pas mal, parce que c'est quand même De Palma, mais je préfère quand même La Soif du Mal ou Goodfellas. Oui, parce qu'ils sont motivés. Ils sont motivés. Voilà. Tu sais, et tu ne les ressens pas vraiment. C'est-à-dire, tu te dis pas, pendant que tu les regardes, tu te dis pas, putain, quel beau plan séquence. C'est qu'après, tu réalises que c'était qu'un seul plan. Tu vois, et ça raconte l'histoire. T'as la voix off par-dessus, t'as les voix qui se chevauchent. Dans Snake Eyes, de toute façon, c'est truqué. Hein. Dès que tu passes devant un truc noir, il en a raccordé 3, je crois. Mais je me suis demandé là si c'était pas truqué, parce qu'à un moment, il passe dans une espèce de cajot de boisson et on dirait que ça coupe un petit peu. Et il y a 2 moments où 2 types regardent très furtivement la caméra. Et c'est l'impression que c'est des cuistots ou des gens qui travaillent dans le restaurant et qui n'ont pas l'habitude. Et effectivement, tu as une demi-seconde, il brise le 4e mur à la manière de Henry Hill à la fin du film. Dans le Bûcher des Vanités, il y a De Palma, il est dans le plan parce qu'il y a un moment, c'était impossible qu'il apparaisse pas. Donc il joue un garde de la sécurité, il a rasé sa barbe pour pas qu'on le reconnaisse, tu vois. Tu sais, quand il y a la petite voiture au début, là, quand Bruce Willis est avec la femme de Tom Hanks et qu'il est en train de se cuiter, la fille lui parle. En fait, il y a un mec derrière avec la casquette et c'est De Palma. Tu vois. C'est drôle. Il y a un plan magnifique aussi dans La Belle Équipe de Julien Duvivier où Jean Gabin chante la chanson Quand on se promène au bord de l'eau. Et il y a juste une coupe au milieu et je recommande vivement de regarder cette scène sur YouTube. Quand on se promène au bord de l'eau. Copacabana, ça fait penser au plan de Raging Bull où tu pars des vestiaires là et où tu arrives dans la salle où tu entends les clameurs du public qui montent comme ça. Enfin, c'était un plan très impressionnant aussi. Ouais, c'est vrai. La musique a une place très importante. Il y a ce côté jukebox. Effectivement, je crois qu'il y a plus de 40 morceaux dans le film qui sont. Mais moi, par exemple, c'est un truc qui m'a toujours un peu fatigué chez Scorsese, c'est-à-dire d'avoir un fond musical quasiment permanent. Par exemple, dans La couleur de l'argent, c'est comme ça aussi, tu vois. Il y a un truc qui m'a frappé quand même, cette fois-ci encore plus, c'est le côté kubrickien de la musique, où tout d'un coup, tu as cette musique sucré de crooner américano-italien et avec des types qui font des atrocités derrière et c'est complètement comme tout d'un coup Malcolm McDowell qui tabasse quelqu'un en chantant Singing in the Rain, tu vois. Il y a cette même dichotomie. Il aimait beaucoup Kubrick, mais moi c'est vrai que ça peut lui faire penser, mais sinon j'ai jamais trouvé vraiment qu'il y avait des ressemblances avec Kubrick de Scorsese, moi, tu vois. Je trouve en tous les cas, tu as vu, il joue comme Sergio Leone, Philippe, il joue la musique sur le plateau, la musique de Leila, tu sais, parce qu'il veut effectivement monter les images exactement en même temps que la musique. Et je crois qu'il met une version instrumentale de Leila, de Derek et and the Dominos, le groupe de Eric Clapton. Et c'est pour toutes ces séquences, effectivement, où De Niro nettoie tout autour de lui et on se rend compte véritablement du psychopathe qu'il est, parce qu'en fait, moi, je trouve qu'il ne glorifie personne dans ce film. C'est tous des merdes, c'est tous des cons. Non, oui, mais c'est le mode de vie qui est un petit peu. C'est de montrer quand même que ces gars-là se payent des fringues, des machins. Il y a quand même une valorisation de la valeur pognon. Oui, mais quand même, c'est très net, aussi net que dans les films de Cagney ou d'Edward G. Robinson. Si tu vis par le glaive, tu péris par le glaive.
Bon, petit peu. Oui, mais tu vois, dans le Loup de Wall Street, je trouve que tu vois quand même le flic qui est montré dans le métro comme un pauvre type et lui qui est flamboyant. Enfin, c'est quand même, je trouve, il y a un regard qui est quand même un petit peu fasciné par ces mecs. Et ça, c'est tout à fait le côté de Kato. Comme Gene Hackman qui mange un hot dog dans la rue pendant que Bozuffi et Fernando Rey déjeunent dans un restaurant 4 étoiles dans French Connection. Alex qui est soi-disant guéri à la fin et qui se retrouve dans ce mariage et tout, et il est exactement le même qu'il a été avant. Il y a aussi un regard fasciné de Kubrick sur ce type horrible. Kubrick, c'est plutôt l'échec du traitement Ludovico. Enfin, c'est-à-dire, c'est tout ça pour finalement utiliser un mec enfin un gangster pour en faire un flic, enfin du moins pour le faire travailler pour le système. C'est plutôt ça. C'est renvoyer dos à dos le voyou et le gouvernement. C'est un peu ça. Moi, c'est un peu ce que j'aime pas dans l'Orange Mécanique. Je trouve que c'est un peu gros sabot, tu vois, pour dire grosse caricature de dire le gouvernement et les voyous, c'est un peu pareil finalement. C'est marrant, moi j'ai pas du tout ressenti le côté fasciné par le mode de vie, tu vois. Je trouve que au contraire presque, c'est-à-dire ils te montrent. En fait, c'est le regard des gangsters sur leur propre mode de vie. Ils se prennent pour des caïds, ils mettent des costards qui leur vont pas, ils ont des flingues partout, etc. Mais nous on les voit pas. Enfin moi je trouve pas que le spectateur les voit comme ça. Il les voit comme justement des tarés, des mecs qui foncent droit dans le mur sans arrêt, qui ont pas d'intelligence. Tu vois, par exemple, Paul Sorvino par exemple. Tu n'es pas admiratif devant lui, c'est une espèce de gros pachyderme. Mais tu vois, C'est une espèce de prototype de Tony Soprano. C'est assez bon enfant quand ils sont dans la cellule. Il y en a un qui fait la sauce tomate. Tu vois, enfin, il y a un côté sympa, je trouve. Tu vois, ils sont, on dirait une famille, quoi. Tu vois, c'est pas des gars qui sont montrés comme des. Oui, mais c'est l'ironie du truc, c'est qu'ils bouffent mieux en prison que nous à l'extérieur, si tu veux. C'est ça. Ce sont des criminels. In prison, dinner was always a big thing. We had a pasta course, and then we had a meat or a fish. Parce que Scarface, qui peut avoir ça aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que Scarface est si mal interprété t'as des tas de gens qui regardent Scarface et qui se disent, putain, la vie de Tony, j'ai envie d'être Tony Montana, un peu, quoi. Bien sûr, mais Kubrick a retiré, j'en reviens à Orange Mécanique, il a retiré des affiches parce qu'il y avait des copycats, des gens qui se mettaient des chapeaux melons et commençaient à tabasser les gens. Kubrick, il avait surtout peur que les mecs viennent chez lui, il paraît. Enfin, parce qu'il c'était souvent personnel. C'est pour ça qu'il est parti de ce film-là qu'il est devenu très reclus. Hein, ouais. Mais effectivement, il y a des gens qui interprètent mal les films, mais comme ils disent dans Scream, comme le criminel dit à la fin dans Scream, ce ne sont pas les films qui font les serial killers, les films les rendent simplement plus créatifs. Ouais, mais enfin, moi je préfère Goodfellas au Loup de Wall Street, mais pour moi, c'est la directe continuation avec tous les défauts de Goodfellas qui, là, sont encore plus gros, quoi. Tu vois, c'est le mec qui se moque. Ce que tu vois pas dans le Loup de Wall Street, c'est que tu vois jamais les victimes de ces mecs. Tu vois, on a l'impression que c'est juste des gars qui ont déconné un peu en escroquant des gens, mais il y a un tas de gens qui se sont suicidés à cause de ça parce qu'ils avaient plus d'économie. Tu vois, ça, c'est montré comme un truc fun, je trouve, un peu ce qu'il fait. C'est vrai qu'il y a une légèreté, une ambiguïté, mais qui est voulue par Scorsese, et c'est toujours ce côté punk, nihiliste. Parce que le Loup de Wall Street, c'est pas un gars avec un flingue qui tue les gens, tu vois, mais qui a fait autant de dégâts, quoi. Et t'as l'impression que c'est pas si grave, en gros, ce qu'on voit. C'est un gars qui déconne. T'as des scènes à la Jerry Lewis avec le gars qui est tellement coquet qu'il n'arrive pas à monter dans sa voiture, tu sais, c'est une sorte de. Mais j'aime bien le Loup de Wall Street, mais ça me gêne. C'est pas dans la même catégorie que Les Affranchis, c'est pas la même chose. Hein. C'est un peu le même regard sur des connards, je trouve. Mais c'est un moins bon film, à mon avis, même si j'ai quand même envie de revisiter les. Parce que Barry Lyndon, tu peux dire que c'est un regard sur un connard aussi, et je pense qu'il s'est gouré quand il a fait le Loup de Wall Street, parce que je pense que c'est ce qu'il voulait faire à la base. C'était une sorte de Barry Lyndon, parce qu'il adore Barry Lyndon, Scorsese. En tout cas, le Loup de Wall Street est un projet qui est parti de DiCaprio. C'est lui qui a amené le livre de Jordan Belfort. Ouais, mais les lancers de nains, tout ça. Enfin, je suis pourtant pas un mec qui m'offusque, tu vois, sur des trucs moraux, mais enfin, moi, je trouve que c'est assez dégueulasse. Enfin, moi, j'arrive pas à m'intéresser à ces mecs-là quand je vois ça dès le début, tu vois. Quoi. En tout cas, 96% sur Rotten Tomatoes. Les 4 autres pourcents, apparemment, c'est toi, Laurent. Non, mais faut relativiser. Enfin, je te dis, c'est un film qui est superbement réalisé. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens capables. Oui, en plus, j'ai reçu des menaces sur Twitter parce qu'on avait été trop dur avec Tutsi, donc ça a recommencé encore ce coup-ci. Non, mais je préfère ça. En tout cas, je trouve que cette année-là, malheureusement, c'est Danse avec les loups qui gagne l'Oscar. C'est un film qui est pas mal, mais c'est quand même pas aussi bien que Les Affranchis, à mon avis. Danse avec les loups de Wall Street. Danse avec les loups pouvait avoir gagné l'Oscar, par exemple, du meilleur film, parce que c'est vrai que c'était extrêmement culotté de faire un western à cette époque-là, en langue Lakota. Mais je trouve que Scorsese aurait dû gagner l'Oscar du réalisateur. Parce que il y a simplement, il y a que Pesci qui gagne, qui vient sur scène et qui fait un des discours les plus courts de l'histoire des Oscars. T'as vu, Philippe? Non, c'est un peu injuste, oui. Il dit Do you think I'm funny?
Non, c'est pas vrai. Il a dit « It's my privilege, thank you ». Et il s'en va. Et il faut quand même bien se rappeler que les Oscars, ça récompense quand même 80% du temps des films qui ont été des gros succès. Hein. Ouais. Danse avec les loups avait mieux marché que Goodfellas. Et il y avait le Parrain 3 aussi cette année, je sais plus. Enfin, il y avait... Oui, j'ai noté aussi que c'était l'année de Misery dont on a parlé et Kathy Bates gagne l'Oscar cette année-là. Whoopi Goldberg gagne l'Oscar pour Ghost, qui est un bon film. Mais tu vois, je préfère Goodfellas au Parrain 3, par exemple. J'espère, j'ai intérêt quand même. Le Parrain 3, c'est une catastrophe, tu vois. C'est parce qu'il y a déjà les deux d'avant qui sont sublimes, mais heureusement, sinon tu passerais de Cinébody à Ciné Ennemi. Mais tu rigoles, moi je connais des gens en France et des gens assez respectables, hein, des critiques assez en vue qui te disent que le Parrain 3, c'est le meilleur des trois. Hein. Ah, écoute, de toute façon, tant mieux. Tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut. Et meilleur acteur cette année-là, Jeremy Irons pour Klaus von Bülow. Ce qui est un peu excessif, il aurait dû l'avoir pour Cronenberg, tu vois, quand il faisait les jumeaux, je trouve plutôt. Il n'avait même pas été nommé. Mais c'est souvent les films où on te dit, attends, ce gars-là a fait des tas de choses formidables, et si on lui donnait maintenant pour, tu vois, un film qui est finalement pas son film le meilleur. Et nommé également, et il aurait dû gagner à mon avis, Gérard Depardieu pour Cyrano de Bergerac. Oui, non, mais après, Depardieu, ce qu'il y a, c'est dès que tu le fais jouer en anglais, c'est une catastrophe, tu vois, quand il jouait dans Green Card ou dans Christophe Colomb, enfin, tu vois trop, c'est ça qui fait mais il aurait pu gagner. Quand tu vois que Benigni a gagné un Oscar, tu vois, tu te dis pourquoi Depardieu, on n'a pas gagné. Ah ouais, en plus, il marche sur la tête des gens pour aller le chercher, je sais pas si vous avez vu ces images. C'était affreux, ce film. J'ai détesté ce truc-là. Moi aussi, heureusement. Ah, bah, on est trois, alors. On est trois. C'est des films que j'ai le plus détesté de ma vie. Ah oui, non, mais c'est ignoble. Levons nos verres, Cinébody. Il y a plein de gens qui te disent, oh là là, c'est magnifique. Est-ce que vous savez qui devait jouer Tony Soprano au départ, avant Gandolfini? Non, c'était pas Ray Liotta. Ray Liotta, il lui avait proposé un rôle, mais c'était pas Tony Soprano, je crois. Non, c'est un type qui n'a pas eu de chance parce qu'il jouait Al Capone dans La Route de la Perdition et il a été coupé au montage. C'est un type qui s'appelle Anthony Lapaglia. Ah oui, je vois bien. Très bon acteur, ouais. Et s'il avait joué Tony... Et ça aurait changé le cours de sa carrière, mais il aurait été qui a fait une série à succès après, hein, où il jouait. Il recherchait des gens qui avaient disparu. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Oui, FBI portait disparu. Voilà, qui était une série pas mal. Hein. C'est bien. Savez-vous qui devait jouer Walter White dans Breaking Bad au départ? Qui voulait la chaîne? La chaîne voulait un acteur. Vous savez qui c'était? Non. Matthew Broderick. Ah, ton ami. Mon ami. L'ami de Francis. Voilà, et Vince Gilligan s'est battu pour effectivement que ce soit. De toute façon, les propositions des chaînes, des studios, c'est toujours assez absurde parce qu'ils veulent des gens très connus tout le temps, tu vois. Ouais. J'ai pas vu ce film heureusement, mais il paraît qu'il y a une scène dans The Family, c'est un film de Luc Besson, tu sais, sur le Witness Protection Program aussi, où De Niro regarde à la télévision une scène des Affranchis. Ouais. C'est terrible, ça. Quand t'as un mauvais film à une image d'un bon film à l'intérieur, c'est idiot parce que on est en train de se dire pourquoi est-ce que je suis pas en train de regarder Les Affranchis plutôt que ça. C'est terrible. Là, c'est un film on a complètement oublié ce film, mais l'idée était pas forcément. Continuons à le faire. L'idée était pas con en plus, hein, mais je sais pas, c'est un film vraiment nul. Tu te demandes ce que De Niro, Michel Pfeiffer et tout ça sont allés faire là-dedans. Continuons à parler des Affranchis plutôt. Saviez-vous que Tommy, le rôle joué par Joe Pesci dans le film, il s'appelle DeVito dans le film, non pas en hommage à Danny DeVito, mais en hommage à un des membres des Four Seasons, je crois, qui était un groupe de l'époque et qui était copain avec Pesci, parce que Pesci a commencé dans la musique avec Frank Vincent, dont on va parler un peu plus tard dans l'émission. Mais Tommy, donc dans la vie, le vrai Tommy qui s'appelait Tommy De Simone, était très costaud en fait. Mais je trouve que c'est une très bonne idée d'en avoir fait un petit teigneux, parce que c'est vrai que souvent, tu peux rencontrer des petits hommes comme ça avec ce complexe de Napoléon. C'était très bien fait aussi dans Trainspotting, où tu avais Robert Carlyle en Begbie, tu te rappelles, qui était aussi frêle et terrifiant aussi, parce que très nerveux et imprévisible. Vous avez remarqué l'incroyable différence d'âge entre Ray Liotta et Joe Pesci? Ah, merci, parlons de ça. Quand ils sont ados, ils ont exactement le même âge. Et ensuite, Joe Pesci a 25 ans de plus que lui. Mais Pesci a 47 ans dans le film, et comme le film se passe sur 30 ans et qu'il est censé en avoir 20, 21 au début, tu as ce type avec cette étrange perruque, on achève bien les cheveux, t'as vu quand même à travers tout le film, il est très vieux, et ils sont tous
beaucoup trop vieux, parce que même si De Niro, je trouve qu'il est bien avec les cheveux blancs, contrairement à ton ami Mickey Rourke dans L'année du dragon, Laurent, ou à Tom Cruise dans Collateral, je trouve que De Niro arrive à se vieillir avec des produits capillaires plus de De Niro, c'est pour se rajeunir qu'il a du mal après, quand tu vois. Mais justement, je préfère qu'ils aient des fausses perruques et du maquillage comme ça, un petit peu ridicule de théâtre quasiment, plutôt que du digital, parce que le de-aging en digital, le rajeunissement digital, bah, ils n'ont pas réussi encore. Même Marvel, les ennemis jurés. Et moi, les Irishman, si tu veux, indépendamment des effets ratés, je trouve que c'est un film chiant, si tu veux. Je préfère 10 fois Les Affranchis. Tu Écoute, vois, moi, le Irishman, je vais te dire ce que j'en pense. C'est des vieux copains qui font un dernier rodéo. One last mais ça aurait pu être très Il y a beau des parce scènes que merveilleuses dedans. Et rien que pour ça, je suis content que ça existe. Oui, mais les copains, là, c'est quand même pas n'importe qui, tu vois. Tu te dis, ils auraient pu faire un chant du cygne magnifique. Il y a une scène, je me rappelle, avec Stephen Graham, qui jouait Capone dans le Boardwalk Empire. Il a une scène avec De Niro dans le film. Elle est formidable quand ils attendent, je ne sais plus qui arrive en retard. C'est trop long, ça dure 4 heures presque, on va dire. Non, c'est pas il faut le voir sur Netflix comme une série télé. Moi, je l'ai vu en 4 fois. Non, moi, je l'ai vu d'une fois et je peux te dire que tu le sens passer. Hein. Ça me faisait mal, c'est-à-dire je voyais ces gars que j'adore qui étaient censés jouer des jeunes mecs avec des corps de vieux, enfin je sais pas, ça m'avait déprimé ce film. Mais ça justement, c'est ça qui n'était pas du tout crédible, c'est que De Niro tout d'un coup avec cette tête étrange de jeu vidéo PlayStation et ce corps de vieux roué de coups à un épicier sur le trottoir, et il faisait plus ces coups de pied à la De Niro comme il fait dans Goodfellas, qui sont un de ses trademarks extraordinaires. Tu as vu quand il roue de coups Franck Vincent au sol, personne ne met des coups de pied comme De Niro et personne ne fume comme De Niro. Irishman, c'est la toute fin qui est mieux, parce que tu vois, quand il est vieux dans la maison, tout ça, dans la retirement home, là, tout ça, là, il y a une petite émotion qui passe quand tu vois Pesci qui part en fauteuil roulant avec la Pesci est assez exceptionnel quand même, justement, dans un rôle un peu plus restreint, je trouve. Mais c'est du gâchis, je trouve, c'est dommage. Peut-être qu'il venait trop tard, le film. En tous les cas, tu sais que cette scène extraordinaire où Ray Liotta se transforme littéralement dans l'allée avant de rouer de coups ce jeune yuppie qui a jeté Karen par la porte, et elle est inspirée par La Rivière Rouge, un autre western. Il y a beaucoup de références au western dans le film. Mais moi, ce qui m'amuse beaucoup avec ce yuppie qui est très très bien casté, qui a une tête horrible, c'est qu'en fait, il arrive et il croit qu'il est dans un film de John Hughes. T'as vu, il croit qu'il est... Et tout d'un coup, il est dans un film de la mafia, sans le savoir. Moi, quand j'avais vu le film, je me souviens dans la salle la première fois. Je l'avais d'abord vu en projection de presse et après j'étais retourné le voir avec le public payant. Et quand il défonce la gueule du youpi avec son flingue là. Mais les gens étaient hystériques, ils se levaient, ils applaudissaient. Et moi, ça m'avait mis mal à l'aise. Quoi. Tu trouvais c'est peut-être un peu trop fort comme réaction, effectivement. Mais t'as vu, c'est en ça que je dis que les gens étaient, il y avait plus de recul. Tu vois, ils étaient à fond avec le mec. Ils étaient mais complètement, ouais, vas-y, tue-le. Tu vois quoi. Je comprends ton point de vue, ta position. Effectivement, ils exigent à propos d'avoir des véritables flingues et du véritable argent, parce que De Niro dit que c'est pas le même feeling de l'argent. Tu sais, quand il donne des pourboires à tout le monde en entrant dans les trucs, le faux argent n'a pas le même feeling. Et Lorraine Bracco exige d'avoir des véritables bijoux. Parce qu'elle dit c'est pas le même feeling aussi. S'ils ont envie d'avoir des vrais flingues, ils doivent avoir des vrais bijoux. Tu sais, c'est comme Friedkin quand il avait fait Tully Vanda in LA où il y avait de la fausse monnaie. Il paraît que tu avais des mecs de l'équipe en fait qui avaient caviardé des faux billets et qui étaient allés acheter des trucs avec, tu vois. Et notamment les gosses, les enfants de certains membres de l'équipe qui se sont fait coincer après par des agents du Trésor dans des magasins. Tully Vanda in LA. Voilà. Mais c'est vrai qu'il comptait l'argent d'ailleurs sur le Goodfellas à la fin de chaque journée, comme c'était du vrai argent, il comptait l'argent avant que tout le monde quitte le plateau. Mais je pense que ça a Goodfellas. C'est pour ça que ça n'a pas dû être un succès, parce que pour moi, ça me fait plus penser à un film beaucoup plus cher que 25 millions. Je sais pas. En tous les cas, le film a pas eu des très bons retours au test, parce qu'il est considéré comme trop violent. Les gens sont un petit peu comme toi, Laurent, à l'époque. Et Ray Liotta, en fait, quand tu écoutes l'interview sur Mark Maron, malheureusement, il perdait sa mère du cancer pendant le film. Il y a une scène où il était censé Voilà, et c'est ça qui a nourri sa performance, et sa frustration, sa douleur. Et toute l'équipe a été merveilleuse, paraît-il, avec lui. Et cette scène, justement, où il envoie des coups de crosse de revolver à ce type, c'était quasiment quelques semaines ou quelques jours à peine après que sa mère soit morte. Il y a une scène vraiment où il vient d'apprendre que sa mère est morte. Il a tourné quand même. Je crois que c'est à l'aéroport. Quand ils sont dans le truc d'Air France, là, il y a un moment dans ce segment-là, je crois que ça se passe. C'est possible. Tu savais que Al Pacino
avait refusé de faire le rôle de Jimmy Conway parce qu'il avait peur qu'on lui colle une étiquette, tu sais, de gangster, d'être typecast, comme on dit en anglais. Ouais, et la même année, il fait Big Boy Caprice dans Dick Tracy. Oui, mais du coup, c'est comme on disait tout à l'heure, tu le reconnais pas tellement il y a de maquillage sur la figure, tu vois. C'est vrai, mais il a regretté de ne pas avoir fait Goodfellas, comme il a regretté de ne pas avoir fait Seven, je crois. Et Star Wars. En Han Solo, ça aurait été drôle. Il lui avait proposé. Tu vois. Je sais. C'est absurde. Pacino, il était beaucoup plus que De Niro, je crois qu'on en avait parlé une fois, il était beaucoup plus avec soit le flic, soit le gangster. De Niro a fait un aristocrate italien, il a fait un boxeur, il a fait un mec du Vietnam, tu vois. Alors que l'autre a fait quand même souvent ou le flic ou le gangster, enfin ses rôles les plus célèbres. C'est vrai. La maman de Scorsese, Catherine, qui joue dans le film, ainsi que son papa, Charles, je crois. Il y a d'ailleurs une scène où on les voit tous les deux ensemble. Vous avez repéré laquelle c'est? La mère, c'est quand il bouffe avec Joe Pesci. Oui, non, mais je te parle de la scène où tu as le papa et la maman de Scorsese dans le même plan. Oui, c'est le long travelling, le long de la table, c'est ça? Non, c'est au moment où on vient chercher Pesci quand il a été made, donc pour l'amener à sa mort. Sa mère l'amène sur le pas de la porte et un des vieux qui est chargé de Johnny Two Times. Je répète tout deux fois, de l'escorter jusqu'à sa mort. C'est le papa de Scorsese. Ouais, et là, il y a fugitivement, tu as tout d'un coup tous les deux dans le même plan, mais le portrait extraordinaire, cette scène où ils vont manger chez la mère de Scorsese, comme tu dis, Laurent, ce portrait a été peint par la mère de Pileggi, de Nicolas Pileggi, d'après une photo du National Geographic. C'est drôle comme il trouve qu'il ressemble à Franck Vincent dans le coffre et qu'on part sur le coffre et qu'on a ce plan de ce type dans le coffre. Ça commence comme un film d'horreur quand même, ce film. Non, mais le début est magnifique. Moi, je trouve le truc avec les mecs qui conduisent, t'entends le bruit, machin. Enfin, c'est une entrée en matière formidable. Je vais vous raconter une anecdote sur cette scène. C'est quand le film est sorti, je suis allé le voir en salle, le premier jour ou un truc comme ça. Et au moment où tu vois, le rideau se levait et que les lumières baissaient, il y a une bande de loupards qui sont entrés dans le cinéma. Ils étaient 8-10, tu vois. Et t'avais acculé, machin. On s'est dit, putain, on va en chier, tu vois. Ils donnaient des coups sur les fauteuils et tout ça. Et pendant ce temps-là, commençait le film. Et donc, il s'assoit presque au bord de l'écran, tu vois, presque devant l'écran. Et ça gueulait. Vas-y, enculé, machin. Et tout le habituel. Et quand ça commence à taper dans le coffre, et que les mecs, vous entendez, on entendait les décibels qui baissaient, tu sais, des louards. Ils commençaient à gueuler, mais moins fort. Et après, dans le moment où ils le rouent de coups de couteau, tu sais, qu'ils le transfèrent, ils se sont tus complètement et ils n'ont pas moufté pendant tout le film. Wow. J'ai jamais vu une scène clouer un truc. C'était impressionnant. Hein. On les a plus entendus. Danse avec les loupards. Belle histoire et beau compliment pour le film. Bah ouais. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Mais t'as vu, c'est vrai, on est en enfer avec cette lumière rouge des phares. Ça rappelle Fargo d'ailleurs, au moment où Buscemi et Stormare tuent ce flic de patrouille sur le freeway là. Eh ben, ils sont également dans les lumières rouges des feux, donc c'est peut-être un hommage aux affranchis, puisque ça vient après. Mais en tous les cas, quand il sort cet énorme couteau, c'est, on dirait Chucky. T'as vu, c'est un film d'horreur. Et comme il est tout petit avec ce couteau de boucher. Hi, I'm Chucky. Wanna play? C'est un couteau qui ferait pâlir d'envie Norman Bates quand même. T'as vu, et c'est le couteau de sa mère, hein. Oui, c'est ça. Il l'a pris chez sa mère. Est-ce que je peux emprunter ce couteau, maman? Oui, c'est ça. Et dans la stylisation, il a fait ça souvent, Scorsese, et puis de façon encore plus lourdingue, je trouve, dans Les Infiltrés. Quand tu vois, il y a une scène avec Nicholson, t'as l'impression que c'est le diable, c'est tout rouge, et puis il balance de la coke comme ça. Enfin, c'est vraiment c'est nul comme scène, je trouve. C'est laborieux, effectivement. Ouais, tu as tout à fait raison. Mais donc, tu as cette voix off qui est belle quand même, comme dans Orange Mécanique, moi, qui nous emmène dans le film. Et des fois, tu vois, l'utilisation de la voix off chez Scorsese, je trouve des fois, c'est too much. C'est-à-dire, dans Casino, pourtant que je préfère, à Goodfellas, t'as je sais pas combien de voix off qui se croisent en même temps. T'as celle de Pesci. Alors, tu crois qu'ils sont tous morts au début, tu vois. Donc, c'est marrant parce que tu te dis, les mecs, ils parlent tous T'as la voix de Pesci qui vient se rajouter à celle de Niro. T'as même celle de Sharon Stone après, beaucoup plus tard. Et je trouve qu'il y en a trop. Il y a un moment, t'es un peu saoulé. Le problème de Scorsese, souvent, c'est ça. C'est que mais dans Les Affranchis, tu n'as que le point de vue de Henry Hill et de Karen, sa femme. C'est tout, parce qu'elle a sa voix off aussi quand elle décrit la famille. Oui, mais dans Casino, si tu veux, Casino, t'as Nicky Santoro, là, donc Joe Pesci, tu l'entends très peu, en fait. Donc tu te demandes pourquoi, en fait, de temps en temps, on l'a entendu, alors que c'est quand même la voix de Niro tout le long, tu vois. Moi, je trouve que c'est des choix de montage. Il y a trop de trucs. Enfin, par moment, il s'est pas éliminé, quoi. À propos de trop de trucs, 321 phoques dans le film.
encore plus qu'au Marineland d'Antibes. Il battrait son propre record dans le loup de Wall Street, effectivement. Il y aura encore plus de phoques. Lou Fock, que la maman de Scorsese n'aime pas, qui est des gros mots comme ça. Il lui dit après, ça pas la projection. En Scarface, on a 400 et quelques, je pense, encore plus. Ah ouais, non, c'est hallucinant. Et comme disaient les inconnus, shout out à Pascal Gitimus, un ami du show, un cinébody. Al Pacino et Robert De Niro dans Fuck You. Et la même année, en fait, Ray Liotta a refusé de faire le rôle de Harvey Dent, tu sais, Two-Face, dans le Batman de Tim Burton. Il a bien fait d'ailleurs, parce que c'est Billy Dee Williams qui ferait le rôle, et en fait, il l'escroquerait par la suite en ne le reprenant pas pour la suite dans le rôle de Two-Face, et il lui donnerait que un tout petit rôle de district attorney. Il aurait été mieux, mais enfin, dans le Batman, on ne voit pas le côté démoniaque du... Exactement, donc il a bien fait de prendre des affranchis et de refuser Batman. Et tu sais que la publicité avec Maury, ce type extraordinaire qui vend des perruques, Ouais. c'est pas Scorsese qui l'a tourné. Ouais. Et ouais, il adorait ces pubs, et un jour, il tombe sur une pub à la télévision à New York, et pour un type qui vend des moquettes, et il l'a appelé, et il lui a demandé, est-ce que vous pouvez tourner ça pour mon film? Et c'est le type qui l'a tourné. Pareil que, tu sais, pour revenir à Batman, dans le Dark Knight, c'est Heath Ledger qui a tourné les propres vidéos du Joker. Ah ouais. C'est pas très dur à faire. L'acteur qui joue Maury, justement, devait être un copain de De Niro, parce qu'on le voit aussi dans La Mission, Oui, c'est vrai. Roland Joffé. Exactement. Et il paraît que Marlon Brando a essayé de persuader Scorsese de ne pas faire le film. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Il aurait téléphoné à Scorsese. De t'attagler en famille. Il n'avait pas demandé à Marlon Brando de jouer dedans aussi un moment, non? C'est possible, mais en tout cas, ils ont offert le rôle à De Niro, ils lui ont fait le rôle de Tommy et de Jimmy. Ils lui ont dit, tu choisis. Et je pense qu'il n'avait pas envie de refaire un psychopathe, enfin, de trop volatile comme Tommy, et qu'il a choisi Jimmy, qui est un rôle beaucoup plus secondaire d'une certaine manière, mais magnifique. Lauren Bracco, pendant tout le tournage, elle a peur de finir sur le plancher de la table de montage, parce que c'est un monde d'hommes, effectivement, et qu'elle sait très bien que son rôle pourrait très très vite être coupé au montage, donc elle s'impose petit à petit, et elle est magnifique dans le film. Vous vous rappelez, dans Donnie Brasco, le rôle de la femme, je crois, qui était joué par Anne Heche, le rôle de la femme de Johnny Depp, était très très intéressant. Et c'est vrai qu'en général, quand on repasse dans la famille, c'est très ennuyeux par rapport à ce qui se passe dans ce monde incroyable, rutilant de gangsters, tu vois. Mais là, je trouve que ça passe très très bien dans la famille aussi. Anne Heche, elle n'est pas passionnante comme actrice. Lauren Bracco, je trouve elle est mieux quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est elle qui fait la psy, effectivement, de Tony Soprano. Elle a des kilos en plus après dans Les Sopranos. C'est plus tout à fait la fille. Parce qu'au départ, c'était une mannequin, je crois. Tu vois, elle était plutôt dans le physique, comme ça, très mince, machin, qu'elle a encore un peu dans Les Affranchis, tu vois. Mais elle a eu une fille avec Harvey Keitel qui joue dans le film, qui fait un de ses enfants, je crois. Possible. Ouais. Lauren Bracco, elle a une scène qui vaut sa présence dans tout le film, c'est celle où De Niro lui envoie chercher une robe. Bah oui. Où les deux sont extraordinaires. De Niro, parce que il est complètement opaque, De Niro. Tu n'arrives pas à savoir s'il veut la tuer ou si c'est juste un cadeau qu'il lui fait comme ça. Elle, parce qu'elle devient parano. C'est la parano grandissante après de tous les personnages. Ouais. Sur 5 mètres dans une rue, il y a autant de tension et de suspense que dans un film d'Hitchcock. C'est hallucinant. Ouais. Cette fille, c'est quand il lui dit d'aller, quand tu lui fais ça, là, comme ça, là, va, avec les vêtements qui sont sur des cintres à roulettes, là, enfin, sur une penderie à roulettes. Tu sais qu'il l'aurait tué? Non, je pense pas. Moi, je pense que oui. Ou en tout cas, il l'aurait peut-être kidnappé comme moyen de pression sur Henry. Ça, c'est possible. Parce qu'il y a juste un plan très bref et très bien conçu où tu vois ce qu'elle voit, c'est-à-dire des mecs en contre-jour, des silhouettes dans le noir et tout. C'est un super plan, ça. Ouais. On parle des rapports entre les films, mais Pauly, qui interdit à tout le monde de faire le commerce de la drogue, ça rappelle effectivement Corleone et Brando qui interdit à ses enfants de toucher à la drogue aussi. Et on voit effectivement dans les deux films, c'est ça qui est un petit peu le commencement de la fin aussi. C'est ce passage entre cette ancienne mafia, ces anciens gangsters, et ces nouveaux gangsters qui ne respectent plus rien. Qui est assez peu crédible, je trouve, quand même, parce que des gangsters, au bout d'un moment, quand il faut se faire du pognon, tu vois, tout est bon, quoi. Tu vois, donc c'est ça qui est bien, c'est que Pauly, juste après que Pauly leur ait dit tu touches pas à ça, il lui envoie une gifle d'ailleurs, c'est des vraies gifles à chaque fois que Pauly met à Ray Liotta qui ne s'y attend pas, c'est toujours improvisé les gifles, et ça se voit sur la tête de Liotta. Et là, le plan suivant, c'est un énorme rail de cocaïne digne de Tony Montana, donc effectivement, ils n'écoutent pas du tout ce que dit Pauly. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils ont trouvé un jeune Henry Hill qui ressemble vraiment, c'est-à-dire c'est toujours difficile dans les films, tu vois, les mecs jeunes, de trouver un gars qui va être à peu près raccord avec le physique, soit ça n'a rien à voir.
On croirait presque que c'est le vrai, tu vois. Il y a un vrai souci de détail sur le Ça m'étonne qu'on le revoie pas, à moins qu'il ait fait un truc à la télé que je connaisse pas ou ailleurs, mais il est tellement bien. Il m'a rien dit, non. Mais en tout cas, il est très crédible en jeune Henry. Il est formidable. Ce sont les débuts quasiment au cinéma de Samuel Jackson. Je crois qu'il avait fait des trucs avant, mais c'est quand même un gros rôle dans le rôle de Stax. Il avait fait sûrement un Spike Lee, je pense, non? Je sais pas si Jungle Fever était avant ou pas, mais en tous les cas... Il était dans l'Exorciste 3, il avait un plan. Ah bon? Un plan à l'arrière-plan. Wow. On le reconnaît. Incroyable. Il jouait pas dans Do the Right Thing? Je sais pas. Il y a un truc que fait Scorsese dans le film que j'aime beaucoup et que font aussi Milos Forman et Kubrick quand ils prennent des vrais mecs pour jouer les rôles. Tu sais, le psy au début de Volotune et Nid Coucou qui interviewe Nicholson, c'est un vrai docteur. Le sergent Hartman dans Full Metal Jacket, c'est un ancien sergent instructeur. Et l'espèce de district attorney qui s'occupe du Witness Protection Program, du programme de protection des témoins, est le vrai en fait. Et il dit que dans la vie, Henry Hill était avec Karen comme dans le film, ce qu'on voit en train de fumer des cigarettes et en train de demander un endroit au soleil. Mais ce qu'on ne voit pas dans le film, c'est que derrière la porte, il y avait 2 maîtresses de Henry Hill qui attendaient aussi, parce que Henry Hill voulait partir en Witness Protection Program avec ses maîtresses aussi. Ah, d'accord. Derrière la porte verte, Franck Vincent. Extraordinaire Franck Vincent. Non, Franck Vincent veut jouer Police, quand lui dit non, tu vas jouer Billy Bats. Et ça poursuit tout d'un coup cette rivalité que Pesci et lui ont en train dans les films, puisqu'il lui pète la gueule dans Raging Bull, Laurent, tu te rappelles? Oui, avec la portière de bagnole comme ça. Franck Vincent finit par avoir sa vengeance de façon terrible dans Casino, où il enterre Pesci vivant avec son frère après l'avoir roué de coups avec une batte de baseball, une des morts les plus terrifiantes que j'ai vues au cinéma. Ouais. Et puis même la façon de le filmer, où on voit le Pesci en slip kangourou, ensanglanté. C'est traumatisant ce plan. Traumatisant, pire que n'importe quel film de zombies ou de film d'horreur, j'ai jamais vu ça, effectivement. Mais moi j'avais adoré, enfin, je trouvais que c'était la fin, elle est terrible, la fin de Casino. On se rend bien compte quand même que ces types sont des horribles tueurs, et ça m'a rappelé, en parlant de serial killer, un des serial killers les plus terrifiants de l'histoire, c'était Iceman, ce type qui était un hitman pour la mafia, et qui avait tué 150 personnes, et on peut voir ses cassettes où il est interviewé par un psy. Et effectivement, ce sont les mêmes mecs, en fait. Il y a eu un film pas mal du tout avec Michael Shannon. Ouais, je l'avais vu. Oui, mais il était un peu miscasse, Michael Shannon, parce que Michael Shannon ressemble plus à un Jack Palance, il aurait fallu prendre Gandolfini avec une barbe. Un mec comme ça, lourd. La réalité est toujours plus folle que la fiction, et les documentaires souvent meilleurs que les films, en particulier ceux de serial killers. Pour revenir sur Franck Vincent, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un comédien français qui s'appelle Yves Vincent, qui jouait dans des films de Funès, tu vois. En fait, il ressemble vachement à Franck Vincent. Vous voyez pas qui c'est? Googlez-le un jour, vous allez voir Yves Vincent et regardez là, les mêmes sourcils. Enfin, il ressemble vachement. Tu pourrais. Ça me dit quelque chose. Et David Vincent les a vus. Quand tu vois les photos de Franck Vincent quand il est dans son groupe de pop ou de jazz avec Joe Pesci, c'est vraiment, il ressemble à Luigi et Mario. J'ai regretté qu'ils aient pas fait un film ensemble. Et il a le front très très étroit. Tu as remarqué, Frank Vincent, il a un tout petit front. Et Yves Vincent, il joue dans Le Gendarme en balade avec Louis de Funès, c'est lui qui fait le colonel, tu vois. Enfin, tu l'as vu dans plein de films comme ça, et ils se ressemblent, mais de manière assez incroyable. Mais tu te rends compte vraiment que ce sont des minables, parce qu'il fait une espèce de pauvre fête à sa sortie de prison, Billy Bats, il y a 4 personnes autour de lui. C'est que des losers en plus, t'as vu l'allure. Il y a un mec avec une barbe, ce qui est assez rare dans la mafia. C'est comme à Disneyland, chez les employés, c'est interdit. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de barbus. Ouais, et lui a une barbe et un collier, j'ai remarqué. Et t'as vu, quand Pesci s'énerve, et c'est hallucinant, cette scène quand même. Et tu vois, just a little bit. Moi, les Sopranos, après, j'ai vraiment lu beaucoup. Alors, il y a beaucoup plus d'épisodes, tu peux aller plus loin dans les personnages, mais c'est vraiment une de mes séries préférées, et c'est quand même une approche assez similaire des Affranchis. Mais j'étais plus en empathie avec pourtant, c'est quand même des fripouilles, hein, tous. Mais est-ce que vous avez repéré dans les nombreuses extraordinaires scènes où on nous présente un petit peu tous ces mafieux et tout, Jimmy Two Times dont on a parlé en intro, il y en a un qui est un vrai gangster, donc qui s'appelle dans la vie Tony Lip. Ça vous dit quelque chose, Tony Lip? Il le cite dans la voix off. Je crois pas qu'il le cite. C'est au moment où il parle aussi de Fat Andy, tu sais. Mais Tony Lip, c'est le type qui a inspiré le personnage de Viggo Mortensen dans Green Book, qui était le chauffeur de Don Shirley, tu sais. Ouais. Donc, il joue dans le film, effectivement, pour parler des gangsters qui jouent dans le film. Il y a effectivement plusieurs gangsters, comme dans Le Parrain, qui font de la figuration. Tu vois Frank Di Leo aussi, non? Il était le manager de Michael Jackson à l'époque. À propos de Bad Guy, pendant une seconde, comme dans Tootsie, on voit Tobin Bell, qui fait l'officier de parole de Jimmy Conway.
Jigsaw lui-même. Do you want to play a game, Henry? Frank Di tu le vois, il avait un catogan. Enfin, c'était le mec qui s'occupait de Michael Jackson. Et Scorsese avait fait un clip de Michael Jackson à l'époque aussi. Ah ouais, c'est vrai. Bad. Bad, exactement. Dans lequel il y a Wesley Snipes, je crois, un jeune Wesley Snipes. Ouais. Et dans le film, on peut voir également un type qui s'appelle Chuck Lowe, et qui était à l'époque l'agent immobilier de De Niro, et qui jouait également dans Mission, comme Maury. Oui, Ouais. ben, c'est lui. Ouais. Ah, c'est lui? Oui, Mais c'est donc, lui. il était agent immobilier de De Niro, en fait, alors. Dans la Ah, vie. ben, je savais pas. Mais Ouais. oui, je savais bien qu'il se connaissait, puisqu'il s'est retrouvé dans Mission, on sait pas comment. Il a fait très peu de films. Ah bah c'est ça, donc son vrai métier c'était l'immobilier, mais il est formidable, il ressemble à ces comiques tu sais, qu'on voit à New York et, Ouais. de cette ancienne époque, un petit peu comme celui qu'on voit dans le film d'ailleurs qui dit Please take my wife. C'est toute cette Ah, vieille génération terrible. toute cette vieille génération de stand-up comédiennes qui était très liée avec la mafia d'ailleurs, qu'ils avaient les clubs et que les mecs se produisaient dans les clubs. Et Frank Di là, c'était un sale type, hein, tu vois. Il a vraiment violé des nanas, ça a été révélé plus tard. Enfin, c'était une vraie saloperie. Il est mort récemment, hein, mais il aurait dû aller en tôle, normalement. Si ça se trouve, il était peut-être aussi proche de la mafia, hein, t'en sais rien, hein, parce que les managers. Mais bizarrement, tu sais, comme Henry Hill, qui s'est quand même fait arrêter plusieurs fois et tout après le film, mais la célébrité les a protégés aussi d'une certaine manière. Ils étaient plus difficiles à Bah toucher. oui, bien sûr. Oui, oui. Nicolas Cage et Travolta considérés pour Henry Hill, j'ai dit. Face Off. Et il a quelque chose de Travolta, je trouve, un peu. Comment Oui, dans les scènes de jeunesse, oui, quand il rencontre Lorraine Bracco. Non, mais etc. même dans le physique, il a un peu quelque chose de Travolta, je trouve, Ray Liotta. Tu vois, le côté brun, un peu beau mec, tu vois. Tu l'aurais bien vu dans Saturday Night Fever avec le costume blanc et chemise noire. Moi, j'y aurais cru dans Saturday Night Fever. Ça, ce qu'il y a, c'est il fait beaucoup plus fou que Travolta. Hein. Travolta a un côté plus androgyne, plus. Lui, je trouve, mais c'est pas absurde. Je suis sûr que t'as des rôles de Travolta que Ray Liotta aurait pu faire, tu vois. Laurent, je sais pas si j'ai pas vu le documentaire, mais qui paraît-il est magnifique. Est-ce que c'est dans le documentaire de Val, tu sais, le documentaire sur Val Kilmer, parce qu'il paraît que Val Kilmer a fait une vidéo de lui-même pour l'audition de Goodfellas et qu'il l'a envoyé à Scorsese. Est-ce qu'il en montre des bouts dans Val? Oh, c'est possible parce qu'on en voit beaucoup. Oui. Okay. Ouais, celle de Full Metal Jacket aussi qu'il a envoyé à Clint. Ouais, c'est cool ça. C'est un beau film, hein, Val. Vous l'avez pas vu? Non, j'ai envie de le voir. Il paraît que c'est très triste. Sur Amazon, si vous avez Amazon Prime. C'est un grand film de nourriture. On a tout le temps faim, effectivement, avec ces gros qui bouffent des saucisses et qui font de la sauce et tout. On a intérêt à avoir mangé avant de le voir, quand même, non? Ah oui, le fameux plan de l'ail coupé à la lame de rasoir, c'est un chef-d'œuvre culinaire. C'est extraordinaire. Les freeze frames sont très bien utilisés. Scorsese dit que c'est tous les moments où la vie de Henry bascule. Sûrement parce que c'est un truc que je déteste moi dans les films, les freeze frames, tu sais. Je trouve ça bloque tout, ça te ramène sur terre. Enfin, tu vois, c'est un truc que j'aime pas du tout. Absolument. Mais là, ça passe. Et on rit au début, la première fois qu'on voit De Niro, et il dit Jimmy must have been 29. Alors qu'il a déjà plus de 37 ans, tu vois. Ouais, mais tu sais, franchement, moi, j'ai connu des gens, il y a des gens qui font vieux même quand ils sont jeunes. Hein, c'est vrai. Dans les milieux comme ça, je sais pas, les gens dans les années 50, 60, regarde les photos de classe, tu vois, regarde les tronches des gens sur les. Ils faisaient plus vieux, quoi. C'est vrai. Mais le type qui joue Baby Pesci, Pesci jeune, il est vachement bien aussi. Il ressemble à mort. C'est compliqué de trouver des jeunes qui sont raccords avec les. Tu m'étonnes. C'est ça qui fait fou. Peut-être qu'il aurait dû faire dans Irishman aussi. Peut-être, oui, évidemment. Mais ceci dit, je suis content qu'il ait pris des vieux acteurs pour faire les rôles, parce qu'il a pris les meilleurs acteurs possibles, les meilleurs acteurs du monde, plutôt que de prendre des gens qui aient plus l'âge du rôle, et qu'on se retrouve avec Michael Imperioli dans le rôle de Tommy. Ouais. Mais regarde, dans Le Parrain, ils se ressemblent pas vraiment, mais t'as pas beaucoup de mal à croire que De Niro dans Le Parrain 2 et le personnage de Marlon Brando, tu vois, je trouve que ça marche à peu près, quoi. Tu vois, as raison, tout à fait, c'est un bon exemple. Le rire de Ray Liotta est extraordinaire quand il est comme funny. Il était satanique, t'as vu, mais je pense qu'il aurait même fait un meilleur Joker que Nicholson. Et parce qu'ils lui ont maquillé les yeux, non, ils lui ont pas mis du kohl sur les yeux à Ray Liotta dans le film, parce qu'il a des yeux qui ont l'air maquillés, quoi. Mais c'est vrai, mais de chien quand il rit, il a une tête de chien, tu sais, comme quand il approche du mec pour lui foutre des coups de crosse, il se prend une tête de chien enragé, il est impressionnant dans ces moments-là. Il se transforme, c'est Jekyll et Hyde sur 3 mètres. C'est hallucinant. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça je pense qu'il faisait peur. C'est possible qu'il y ait des metteurs en scène aient eu peur de lui en se disant je vais pas me coltiner un gars comme ça, tu vois, il va me.
Le syndrome McGinley, le type effectivement de délivrance. C'était le gars qui avait fait le film The Place Beyond the Pines. Comment il s'appelle Refn. C'est pas Non, voilà. ça c'est Drive, mais c'est aussi avec Ryan Le gars qui Gosling. a fait Blue Valentine aussi, enfin, je me souviens plus de son nom. En fait, il faisait un de ses premiers films, Place Beyond the Pines, avec Ray Liotta, et il avait raconté quand même que la première fois, l'autre le testait, tu vois. Enfin, il s'était montré extrêmement déplaisant, tu vois, en refusant de faire. Mais en fait, c'était juste pour le tester, quoi. Il a éclaté de rire après quand il a vu qu'il commençait à faire dans son froc, mais c'était un truc qu'il faisait, tu vois, pour voir si le mec allait avoir peur, allait. I almost got you, you stuttering little prick. En fait, il lui a fait le coup de You think I'm funny. Il y a une réplique qui est extraordinaire, c'est qu'après qu'ils aient traversé ce Copacabana et qu'on les ait mis sur une table au devant de la scène, devant les meilleures tables, elle se tourne vers lui et elle lui demande What do you do? Qu'est-ce que tu fais exactement comme métier? Et il répond qu'il travaille dans le bâtiment, mais c'est assez extraordinaire quand même. Qu'est-ce qu'il y a eu comme film de gangster après ça? Il y a eu Casino. Ouais. À part ceux qu'on a cités avant, il y avait Carlitos Way, mais vous avez pas, quand il donne des pourboires au club, tu sais, quand il est avec Karen, ça m'a rappelé justement Tony et Manny quand ils sont en Floride, et qui sont pas du tout à l'aise avec. Il y a eu Les Infiltrés, mais c'est un peu il y a plus tellement de films de gangsters maintenant. Denis Brasco quand même. Ouais, Denis Brasco, effectivement, ouais. Vous aimez bien Denis Brasco? Ouais. J'aime beaucoup bien, Denis Brasco. J'aime bien la version longue surtout. Pacino est tellement incroyable d'arriver à créer encore un gangster après Carlito, après Tony, mais un gangster fini, quoi. C'est sublime, je trouve, ce qu'il fait dedans. Et je trouve que Johnny Depp s'en tire très bien aussi par rapport à Johnny Depp, j'ai jamais trouvé qu'il était si génial que ça, tu vois. À la rigueur, je trouve qu'il aurait été incapable de faire ce que fait Ray Liotta là, tu vois. Non, je pense que je suis d'accord avec toi, mais c'est peut-être Denis Brasco et peut-être son meilleur rôle, justement. Ouais, mais j'en ai pas un grand souvenir. Tu vois, j'ai pas de souvenir de scène dans Denis Brasco qui m'ait vraiment impressionné avec Johnny Depp, je veux dire, hein, tu vois. Parce que dans le temps, je pensais qu'il était formidable dans Edward Scissorhands, et puis j'ai vu la version porno, c'est vrai, de Edward Scissorhands qui s'appelle Edward Penis Hands, je plaisante pas. Et le type qui joue dedans a le même maquillage, sauf qu'il a 2 godemichés à la place des mains, et il est aussi bon que Johnny Depp. Donc je me suis dit, c'est peut-être le maquillage y est pour beaucoup en fait. Ouais, c'est le côté mime, tu vois, mime Marceau un peu, quoi. Ouais, c'est vrai. Et au départ, il voulait Tom Cruise. Moi, j'avais interviewé Tim Burton. En fait, c'était Tom Cruise qu'il était allé voir la première fois pour Édouard aux mains d'argent. Et Tom Cruise n'a pas voulu le faire. Ah, dis donc, je savais pas ça. Intéressant. De Niro, quand il attend Maury qui fulmine dans un coin de la pièce avec son espèce de maillot, son espèce de polo et ses tatouages sur le bras, c'est Max Cady un petit peu. Ouais. C'est vrai. Avant l'heure. Cape Fear, moi, qui est boursouflé et tout ça, moi, les seules scènes que j'aime dans Cape Fear, en fait, c'est les scènes où la caméra bouge pas, tu vois, quand il parle au téléphone avec la gamine que joue Juliette Lewis, tu vois, ou quand il est dans la maison de poupée, là, enfin, quand sur scène. Excuse-moi, mais Joe Don Baker qui boit du whisky mélangé avec du Pepto-Bismol, un truc pour le Magnifique. c'est quand même grandiose. Donc, ouais, dans Cape Fear? Cape Fear, il joue le rôle du détective Absolument pas de ça. Ouais. que jouait Telly Savalas dans l'original. Ouais. Ah ouais. Kojak, Moi, j'aime pas du tout le style de Cape Fear, alors que quand la caméra se pose et qu'il filme très simple, je trouve que c'est plus inquiétant que quand il fait des grandes arabesques, C'est possible. Je trouve que Scorsese a presque un côté John Waters ou Jonathan Demme quand il montre les femmes de la mafia dans ce salon de coiffure. Il y a un côté ouais, très... ça fait un peu Veuve mais pas trop avant. C'était même C'est c'était ça. avant Veuve mais pas trop. C'est ça. Et on retrouve d'ailleurs Ilena Douglas, qu'on retrouverait plus tard dans Cape Fear, où elle retrouverait malheureusement pour elle Robert De Niro. Mais elle vivait avec Scorsese à l'époque, Ileana Douglas. C'est ça. Ouais. Exactement. Qui est de la famille de Melvin Douglas, non? Je crois. Oui, je crois, oui, Oui, effectivement. tu as raison, effectivement. Ouais. Parce qu'en fait, De Niro, il a refusé qu'une seule fois, je crois, de tourner avec Scorsese. C'était pour faire le Christ dans la dernière tentation du Christ, tu vois, ce qui aurait été un choix un peu curieux quand même. Moi, j'aime pas tellement William Dafoe, enfin, j'aime pas tellement le film d'une manière générale, mais De Niro en Christ, je crois qu'on y aurait encore moins. Tu l'as vu, Philippe? Moi, j'ai pas vu la dernière tentation du Christ. Tu l'as vu? Ouais, ou je pas l'ai vu, ouais. C'est très inégal. Il y a des moments magnifiques, il y a des moments franchement pénibles. Je sais pas quoi en penser. C'est pas un film que j'ai envie de revoir, si tu veux. Moi, je l'ai vu plusieurs fois et j'ai jamais changé d'avis. J'ai toujours trouvé ça assez ridicule. À chaque fois qu'on parle de Willem Dafoe, je peux pas m'empêcher de penser à ce qu'a dit Lars von Trier de lui, parce qu'il lui a envoyé des photos nues de lui pour le film Antéchrist, je crois. Et une grosse tub. Non. Il a dit en parlant de Willem Dafoe, il a un pénis confusément large. moi, je l'ai rencontré une fois à un dîner, William Dafoe. Enfin, d'abord, c'est un gars charmant.
il est tout petit. Mais il m'arrivait à l'épaule, tu vois. Je pensais pas que c'était un gars c'est aussi une petit. petite jambe, c'est comme il paraît que Toulouse-Lautrec, on l'appelait la Alors, cafetière. peut-être que s'il a un énorme engin, le fait qu'il soit petit, ça rend le truc encore plus gros, tu vois. C'est possible. Il est vraiment tout petit, quoi. Heureusement que Abracadapod mène l'enquête, en tous les cas, mène l'enquéquette, on pourrait dire. Mais Je lui ai pas demandé de baisser son pantalon, tu vois, quoi. Mais il était. Et alors après, il est très marrant. Il te raconte des tas d'histoires. Il m'avait raconté comment il avait passé, mais finalement 2 mois sur la porte du paradis, tu vois, pour ce qui était au départ un rôle de figurant, que l'autre a commencé à lui réécrire son rôle en lui donnant des pages de texte, et qu'après il a tout coupé finalement. excuse-moi, tu l'as rencontré post-Bouffon Vert ou pré-Bouffon Vert? Ah non, mais je l'ai rencontré il y a 2-3 ans, tu vois, il y a 2-3 ans. Waouh, incroyable. À un dîner du Forum des Images, quand Paul Schrader était venu, Dafoe était dans le coin, donc comme il était copain avec Schrader, Il était paraît venu. qu'un des meilleurs films de Schrader, c'est Light Sleeper, où joue Dafoe. Ah oui, c'est très beau, ouais. Ouais, je ne l'ai pas vu non plus, celui-là. Mais vous avez tous une Goumar, j'imagine, non? Donc quoi? Goumar, c'est une femme, c'est une maîtresse Ah oui, oui, dans la oui. mafia. On voit d'ailleurs Debbie Mazar et l'autre actrice aussi qui se bouche les oreilles quand Karen sonne à la porte, qui sont formidables toutes. Et Debbie Mazar est formidable parce que sa déchéance dans la cocaïne est très bien faite. T'as vu, au début, tout commence joyeusement et à la fin, C'est une fille qui a disparu, ça, non? Oui, elle a eu effectivement une heure. C'est une actrice new-yorkaise, elle n'était pas dans After Hours aussi, non? Elle était chez Spike Lee, non? Ici, non? Peut-être. Je sais plus. On sait aussi peu l'un que l'autre. Elle me fait penser à Benedict Cumberbatch, un peu en femme, tu vois. C'est gentil. Et tu as vu, pour terminer sur un film que tu adores, Cape Fear, Henry Hill a la même sortie de prison que Max Cady dans Cape Fear. Oui, c'est vrai. Avec ses plans de caméra merveilleux. Mais la focale est un peu plus longue. C'est vrai. Bravo Philippe, ton œil de lynx. Gimme Shelter. Alors, je trouve que Scorsese, c'est le seul qui devrait avoir le droit d'utiliser les Rolling Stones. C'est lui qui les utilise le mieux. Et j'aime pas l'utilisation de Tarantino des Stones sur Il était une fois Hollywood. Out of touch, out of time, tu sais, des Stones. Où je trouve qu'il Scorsese. Il avait interviewé une fois le gars qui avait fait, le gars qui est maintenant blacklisté, là, Brian Singer, le metteur en scène des Ouais. Usual Suspects. Et en fait, il m'avait raconté que quand il avait fait avec Christophe McQuarrie le scénario de Usual Suspects, ils n'arrivaient pas à le monter. C'était très compliqué. Donc, à un moment, ils étaient à 2 doigts d'abandonner. Et il paraît qu'en fait, toute la fin du film, quand l'autre comprend que Kaiser Soze, c'est le mec qui vient de libérer, que tu vois l'autre qui se métamorphose dans la rue, tu vois, qui se remet à marcher en boitant, qui se remet à marcher normalement. Et tout ça, ça devait être accompagné par la chanson des Rolling Stones, Sympathy for the Devil, tu vois, quoi, jusqu'à la fin, quoi. Et en fait, il avait carrément inscrit ça dans le scénario, tu vois, comme ça, pour lui, c'était dans sa tête, c'était très net. Et en fait, ils n'arrivaient pas à monter le film. Bon, à un moment, ils ont vraiment été à 2 doigts de dire, bon, on laisse tomber. Et il m'avait raconté qu'il s'était mis à ce moment-là il rentrait dans sa voiture juste en rentrant d'une réunion où on leur avait encore dit, non, on va pas le faire. Et au moment où il allume l'autoradio, il entend Sympathy for the Devil, si tu veux. Et il prend ça comme un signe, tu vois. Il se dit, en fait, il faut continuer. Et le paradoxe, ça fait qu'il a réussi à monter le film, mais finalement, la chanson est plus dans le film, tu vois. Mais il racontait que cette chanson-là, en fait, elle avait obsédé au point, tu vois, de le faire tenir, quoi. Et ça... On la voit tout le temps. On la voit dans plein de films, effectivement. On la voit dans Crazy, dont j'ai parlé récemment, où elle est plutôt bien utilisée. Je trouve que plus One de Godard, puisque tu veux filmer l'enregistrement. Avec Brian Jones qui est débranché et qui croit qu'il joue alors qu'ils l'ont même pas branché sa guitare. Une chanson très chère à utiliser, je pense. À propos de déchirer, peu de gens filment aussi bien la drogue que Scorsese. Il en a pris beaucoup dans sa vie. Il a failli en mourir. Paul Thomas Anderson aussi le filme très bien dans Boogie Nights, qui était un descendant direct de Goodfellas. Il en prend aussi. Ouais. De Palma, on n'a jamais pris. En tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit, parce que je lui avais demandé quand même pour Scarface. Je lui ai dit, mais vous avez goûté et je le crois, quoi. Parce que c'est un gars qui reste dans le contrôle, tu vois. Ouais. Bon, on a parlé de la scène extraordinaire où ils arrivent tous avec les manteaux de fourrure et des Cadillac roses et que De Niro pète les plombs. Et la femme t'avait dit « I love that car, j'adore cette voiture. » Oui, quand il leur dit que la blonde. C'est l'argent tout de suite, oui. What's the matter with you? Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement tout le monde est incroyablement con. Mais c'est des abrutis, quoi, des complets, quoi. Philippe, tu parlais du travail sur le son et sur l'image, mais il faut saluer aussi la déco et les costumes qui sont extraordinaires. Tu as vu ces appartements où tu as des rochers sur les murs, ça j'adore ça, ouais, très très 70s. Et les décors étaient de Roger Hart et les costumes de Donald Cameron. Ouais. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé et qui est hilarant dans le film, c'est le Frank Sivero. Tu sais, qui jouait le Consigliere dans Le Parrain 2. Tu vois pas, c'est un des mecs qui participe au vol, qui a une espèce de grosse chevelure comme ça, qui est tout maigre.
C'est pas lui qui Tu joue vois pas Carbone, justement, c'est lui qui est avec Dans le Parrain 2? Oui, il jouait le rôle de Jenko, jeune. Ah, Quand ils assistent au spectacle avec le oui, je vois qui tu veux théâtre. dire. Ouais, je vois qui tu veux dire. Ouais. Et lui, il est très drôle dans le film. On le voit souvent, il fait toujours des commentaires avec sa tête. Il est très drôle. Mais les arrière-plans sont très riches et très drôles. Effectivement, je trouve que Ray Liotta en arrière-plan, quand il n'est pas dans la scène, joue très très bien aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, et pour finir sur les costumes, il y a un truc qui est formidable, ce sont ces cols pointus qu'a Pesci qui donne un côté vampire, on dirait des dents de vampire. Ça dit beaucoup sur le personnage. Après, tu vois, pourquoi il n'a pas réutilisé Ray Liotta? Vous l'auriez vu dans quel film de Scorsese qui a suivi Goodfellas, vous auriez pu voir Ray Liotta? Parce qu'on ne l'aurait pas vu dans Le Temps de l'Innocence, par exemple, tu vois, dans le rôle de Daniel Day-Lewis, qui n'y aurait pas cru. Non, c'est vrai, mais peut-être qu'il aurait pu lui filer un gangster dans Casino ou dans les Il aurait pu faire le rôle il aurait pu faire James Woods dans Casino, tu vois. Ou un prêtre dans Silence. Ou un moine tibétain dans Kundun. Oui, c'est crédible, ça. Gangs of New York, tu aurais pu le voir dans Gangs of New York ou dans Shutter Island, tu vois, peut-être un cinglé dans Shutter Island. Il n'y avait pas tant d'emplois de premier rôle que ça, finalement. Dans les Il n'y a pas des gangsters dans The Aviator? Non, je n'irai pas vérifier. C'est pas terrible, The Aviator, parce que moi, je l'ai revu. Enfin, j'adore la scène de l'accident d'avion, que je trouve quand même assez bien foutu. Mais en dehors de ça, quand tu vois sur un personnage aussi génial que Howard Hughes, je trouve qu'il y avait quand même un truc à faire un peu mieux que ça, quoi. Il y a un truc qui est formidable, tu as vu, il n'arrête pas de parler de sa connexion de Pittsburgh sans qu'on les voit jamais, c'est les Diaz Brothers du film, en fait. C'est les Diaz Brothers, c'est le hors-champ. C'est le hors-champ, ouais. Et c'est surréaliste, c'est comme le désert des Tartares, quand on attend toujours les Tartares ou les Diaz Brothers, et ça devient une idée, un symbole. Mais ce qui est beau aussi, c'est Carbone. Frank Sivero, c'est lui, on le tient, chef. Quand il est gelé, tu as vu, dans le camion et qu'il faut 3 jours pour le décongeler, ça m'a fait penser à Nicholson dans Shining. C'est vrai que c'est terrible, cette scène avec la musique de Layla où on voit tous ces morts. Et ça donne quand même pas envie d'être dans la mafia. Même si ce podcast, comme nous l'avions dit à l'époque du Parrain, est pro-mafia, Philippe. Oh oui. Aucun d'entre nous ne veut dormir avec les poissons cette nuit. Cosa Nostra d'Apod. De Tatagui infamie. Je me souviens de truc où à la fin, il fait je crois que c'est le dernier plan, non, c'est pas carrément Joe Pesci qui tire sur la caméra comme dans ce vieux western des années du muet, là, de William S. Hart, je crois. The Great Train Robbery. Voilà, où tu vois un personnage qui tire sur la caméra carrément. C'est exactement le même plan et c'est effectivement la 4e ou 5e référence au western dans le film. Quand il crie Yeehaw en voiture ou quand il parle à un moment même de Shane, l'homme des hautes plaines en français. Ouais. Ils sont à table avant qu'il shoot Spider, je crois, Michael Imperioli. Mais il y a un truc qui est très, très émouvant et où il joue très, très bien, c'est la joie de De Niro quand Tommy est made et sa douleur quand il apprend qu'il a été assassiné. Ouais. C'est le seul moment émouvant. Une fois de plus, grande violence sur des téléphones, comme dans Casino. Il se sert d'un téléphone où il détruit un téléphone. Ouais. De Niro mange bien à l'écran, ça c'est un truc très dur, il le fait magnifiquement bien. Il met du ketchup sur ses pâtes, ce qui est un sacrilège pour les Italiens et qui prouve qu'il est irlandais et qu'il ne sera jamais made, quand il est avec Madame Scorsese. De Niro, il a toujours un peu la même expression finalement dans tous les films maintenant. Je trouve que ce soit dans Heat, il a toujours un peu le même masque finalement. Il a ce masque de tragédie grecque de la douleur, tu vois, et ça s'amorce un petit peu dans ce film-là. Je trouve qu'au début de sa carrière, il avait moins ou alors peut-être que c'était déjà pareil, je ne sais pas, dans 1900, c'est vrai qu'il est quand même pas très expressif non plus, tu vois, il a quand même un visage assez, toujours un petit peu fermé. Mais c'est vrai que les commissures de la bouche tirées vers le bas, là, comme il a tout le temps maintenant, moi je sais dans quel film c'est apparu et je ne sais pas pourquoi il a gardé ce tic, c'était dans ce navet terrible avec Sean Penn, tu sais. Oh là là, nous ne sommes pas des anges, là. Ah oui, voilà. Et c'est là que ce tic est apparu, il l'avait pendant tout le film et on se disait, mais pourquoi il fait cette tronche-là? Et après, il l'a gardé. On aurait dit Louis de Funès, tu vois, il en faisait des tonnes, quoi. C'était très, très mauvais, ce truc. Remake, ouais. Je l'ai pas vu, mais il avait une tronche insensée, effectivement. Quand même, la scène de l'hélico, moi, je trouve que c'est une leçon de cinéma, une leçon sur le cinéma de drogue aussi, et la façon de filmer la cocaïne. Et Magic Boss, vous savez, toutes les chansons qui s'enchaînent pendant toute cette séquence, c'est incroyable. Là. La moitié du budget a dû aller rien qu'aux chansons. Il y en a un qui faisait ça aussi, c'était Wenders. Je trouvais que des fois, il y avait des musiques qui s'enchaînaient les unes à la suite des autres dans comment ce film avec William Hurt, là, jusqu'au bout du monde. Là. Enfin, ça durait 3 heures. Tu avais carrément, mais pas un moment où il n'y avait pas un fond musical. Et à un moment,
Ouais, t'en peux plus, ouais. Mais t'as vu, Lyotard ressemble à un zombie à la fin, quand il est justement plein de coke, et que l'autre lui dit ton cerveau est en train de devenir de la bouillie, tu vois, et que tout le monde se rend compte qu'il pédale. Comme le cerveau des auditeurs d'Abracadapod. Et Monkey Man aussi des Stones tout d'un coup, donc il y a vraiment ça s'enchaîne incroyablement. Et il est devenu à ce moment-là le Monkey Man. Il est un singe de 2001, il est totalement primal. À la fin, t'as vu, il n'agit que sur l'instinct et c'est plus du tout un être humain. Et tu as vu, Polly à la fin lui donne $3 200 et lui dit maintenant il faut que je te tourne le dos. Ça coûte $3 200 et c'est fini. Mais c'est assez curieux, oui, cette façon de finir de carrément presque bâclé, quoi. C'est-à-dire de se dire allez maintenant. Toute la fin, je trouve que c'est expédié un peu. Tu vois. Ouais, mais comme je te disais tout à l'heure, moi je comprends ce qu'il a voulu exprimer en faisant ça. C'est-à-dire l'époque flamboyante qui m'intéresse, qui m'intéressait est terminée. Ces pantins m'intéressent plus, quoi. Cinechat, l'émission que vous avez intérêt à aimer, car on sait où vous habitez. Bien, mes cinébuddies, merci pour ce show presque aussi long que le film. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et c'est un cadeau pour nos abracadamis pour ce dernier rodéo de la saison. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Que si nous vivons par le podcast, nous périrons par le podcast. On se retrouve dans quelques semaines. Et oui, pour une surprise, c'est la fin de la saison. On sort les pédalos. Philippe va farter sa planche de surf. Laurent part sur les routes du monde comme Kwai Shan Kane. Et moi, je vais aller manger des pâtes aux œufs avec du ketchup comme un schnook. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes, et souscrivez à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Et maintenant, voici venue l'heure de votre nom et votre catchphrase. Alors Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, I'm here to amuse you. Jean Weber pour Abracadapod et Cinechat, signing off. Now go home and get your shine box. Que disiez-vous? Et bienvenue dans Cinechat. Quelques exercices vocaux pour vous chauffer la voix? Think I'm funny? New York, big city of dream, but everything in New York and always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by low when I know my way around. On y va? Allez. Let's go. Allez.